Donc, en particulier, on avait écrit que, il était écrit dans le cours, et il l'est toujours, que le produit intérieur brut, c'est une fonction du stock de capital installé et de la quantité de travail qui est consacrée à la production. Alors, le stock de capital installé, ça ne va pas de soi à mesurer. On va dire que c'est la valeur du stock de capital. Et puis, la quantité de travail, ce n'est pas le nombre de travailleurs, c'est le nombre d'heures travaillées. Mais si on veut que ça ait du sens, il faut les rapporter à une grandeur commune. Donc, c'est le nombre d'heures travaillées, mais comme si on pouvait mesurer des heures de travail homogènes. Ce que fait typiquement Marx dans le Capital, ce qui est facile à concevoir, mais ce qui est plus difficile à mettre en œuvre. Parce que concrètement, quand vous avez l'heure de travail d'un dentiste et l'heure de travail de votre serviteur, par exemple, comment est-ce que vous comparez l'une à l'autre? Je ne sais pas. Enfin, si, en fait, concrètement, vous allez les comparer en fonction de leur productivité moyenne. Mais enfin, vous allez les mesurer par leur productivité moyenne, mais du coup, la précision de la mesure va dépendre du nombre de qualités différentes de travail que vous allez reconnaître. Bon, enfin, là, j'indique simplement les principes généraux, d'accord. On va dire qu'on est capable de mesurer ce que c'est qu'une heure de travail standard. Voilà. Et donc, on a une mesure de l'heure de travail, et qu'on sait que l'heure de travail de Pradier, ça vaut 0,5 fois l'heure de travail de quelqu'un qui est plus productif, et ça vaut quelques pouillèmes de l'heure de travail d'Albert Einstein. D'accord. Bon. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut écrire on peut écrire, ça ne coûte rien de l'écrire, naturellement. La question, c'est de savoir si ça va nous aider à comprendre ce qu'on voit. D'accord. Si ça va nous aider à comprendre l'histoire qu'on veut raconter. Et donc, on peut écrire donc, que la production d'une année donnée, c'est quoi? C'est le stock de capital installé cette année-là et mis en œuvre par le travail, puissance alpha, multiplié par la quantité de travail exprimée en heures qui ont été dépensées dans le processus productif dans toute l'économie pendant la même année T, élevé à la puissance 1 moins alpha. Bon, et donc à partir du moment où on conçoit la production de cette manière-là, ça a un certain nombre de conséquences. La première, c'est qu'on peut expliquer la croissance du PIB comme la moyenne pondérée de la croissance du stock de capital et de la croissance de la quantité de travail qui est investie dans la production. Pour l'instant, on ne voit pas encore se profiler l'idée de croissance intensive et extensive, mais vous inquiétez pas, on va y venir. Simplement, je profite de cette affaire pour expliciter un peu plus clairement les graphiques que j'avais donnés et qui n'étaient pas clairs, parce que certains d'entre vous m'ont dit « mais c'est pas clair ». Mais vous allez voir que tout ça est lié, parce que tout ça est lié à travers une théorie de la production. Bon, et donc, de fait, c'est en progressant dans le récit que tout va s'éclairer d'un coup. Bon, alors, dans un premier temps, on voudrait savoir d'où sort le alpha qui est là. Qu'est-ce que c'est que cette pondération du capital et du travail dans cette équation? Cette pondération, en fait, c'est... alors, on peut dire, c'est purement que quand vous écrivez, quand vous faites de l'économétrie avec le log du PIB, le log de la quantité de capital et le log de la quantité de travail, vous allez identifier avec une régression au moindre carré, vous allez identifier le coefficient du capital et le coefficient du travail. Et normalement, vous devez avoir que le coefficient du capital, c'est 1 moins le coefficient du travail. Ça marche plus ou moins bien, pour des raisons qu'on va expliciter un peu plus loin. Une autre manière de procéder. Oui. Pourquoi c'est. Moi, je comprends pas pourquoi c'est L puissance 1 moins alpha. Alors, pourquoi c'est L puissance 1 moins alpha? En fait, l'idée, c'est que si on a effectivement K alpha L puissance 1 moins alpha, ça signifie qu'on a des rendements d'échelle constants. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a des rendements d'échelle constants? Ça veut dire que si on multiplie par 2 le stock de capital et par 2 la quantité de travail, on va produire 2 fois plus. Si, on pourrait imaginer qu'on ait en fait K alpha L puissance bêta, d'accord? Et donc, il n'y a pas de relation entre le coefficient du capital et le coefficient du travail. Si c'était le cas, alors on aurait 3 possibilités. Soit alpha plus bêta est égal à 1, dans ce cas-là, rendement d'échelle constant. Comme je viens de vous l'expliquer, rendement d'échelle constant, ça veut dire que vous multipliez les quantités de capital et de travail par 2, vous produisez 2 fois plus. Ce qui paraît assez intuitif. Enfin, même si par ailleurs, ce n'est pas possible de faire des expériences. D'accord. Vous ne pouvez pas dire, tiens, cette année, on va multiplier par 2 le stock de capital et par 2 la quantité de travail,
parce que ça n'a aucun sens, d'accord? Bon, et de fait, si vous considérez un ensemble géographique 2 fois plus grand, avec 2 fois plus d'heures de travail et 2 fois plus de capital, vous n'êtes pas sûr que c'est les mêmes heures de travail et la même qualité de capital. Donc, c'est toute la difficulté de faire des expériences dans les sciences sociales en général, d'accord? Autant en laboratoire, vous pouvez vous amuser à faire tomber des billes sur des plans inclinés dans le vide, ce que vous voulez, autant dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Enfin, dans la réalité des phénomènes sociaux. Soit vous avez alpha plus bêta supérieur à 1. Ça veut dire que vous avez des rendements d'échelle croissants. Donc concrètement, si vous multipliez par 2 la quantité de travail et la quantité de capital, vous produisez plus que 2 fois plus. Soit vous avez des rendements d'échelle décroissants. Dans ce cas-là, quand vous multipliez tout par 2, vous produisez moins que 2 fois plus. Bon, pour des raisons diverses, on va considérer que on devrait avoir alpha plus bêta égale 1. Et du coup, on peut exprimer le coefficient qui vient augmenter le travail, qui est 1 moins le coefficient qui vient augmenter, ou plutôt qui vient en puissance du capital. Je ne vais pas entrer dans les aspects théoriques de ça, parce que vous les ferez, en fait, quand vous ferez et de la micro au second semestre, et puis ensuite de la macro, de la comptabilité de la croissance, probablement, enfin de la macro plus exactement, probablement l'année prochaine, parce que c'est sur la base de la micro que vous ferez de la macro. Voilà. Donc, j'anticipe faiblement en disant, nous, on va considérer que alpha, enfin en gros, qu'on a des rendements d'échelle constants, c'est-à-dire que si on multiplie tout par lambda, enfin si on multiplie par 2 la quantité de travail et la quantité de capital dans une économie, on va produire 2 fois plus. Et qu'on ne va pas avoir d'effet d'échelle quand on multiplie la taille de l'économie. Donc, du coup, si on a ça, alors on doit avoir que alpha, ici, le coefficient qui s'applique au facteur capital, c'est 1 moins le coefficient qui s'applique au facteur travail. Et ça décrit ce qu'on a dans le graphique suivant. Ça décrit les parts respectives du travail et du capital dans la valeur ajoutée produite. C'est-à-dire que concrètement, si on a des rendements d'échelle constants, et si la fonction de production s'écrit y égale k alpha fois L1 moins alpha, alors alpha, c'est la part du capital dans la production, et 1 moins alpha, c'est la part du travail dans la production, dans le produit intérieur brut. La part du travail, ça veut dire les salaires. La part du capital, normalement, ça veut dire le taux d'intérêt et le profit. Bon, et en fait, le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a une catégorie qui s'appelle les travailleurs indépendants. Et les travailleurs indépendants, leur rémunération, elle rémunère à la fois leur capital et leur travail. Bon, et donc ça, c'est un bazar à démêler. Et donc vous comprenez bien que de toute façon, dès qu'on fait de la statistique économique, on est obligé de faire plein d'hypothèses et plein de simplifications. Parce que concrètement, si on est tous d'accord pour dire que du point de vue philosophique, ce qui est produit une année donnée, c'est le résultat du concours entre du travail et du capital, pour ensuite transformer ça en une équation qu'on peut estimer et mesurer effectivement des quantités de capital et des quantités de travail. Il faut faire une foule d'hypothèses qui font que si personne n'a de problème avec l'idée générale, comme on dit, le diable est dans les détails, et c'est dès lors qu'on va essayer de mesurer les choses que ça devient d'autant plus compliqué qu'au bout du compte, c'est la répartition de la production entre travail et capital qui est posée, d'accord? Enfin, c'est la question de la répartition entre travail et capital qui est posée. Alors, et puis en plus, ce qu'on voit, c'est que évidemment, la répartition de la production entre travail et capital, elle n'est pas constante dans le temps. Elle n'est pas constante dans le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, la répartition de la production entre travail et capital, elle ne dépend pas que de facteurs techniques comme le alpha dont on vient de parler, mais elle dépend des rapports de force dans la sphère productive, camarades. Hein. On a tous lu Marx, et on sait bien que ce qui va dicter les parts respectives du travail et du capital, ce n'est pas seulement des facteurs techniques éthérés, mais c'est aussi que les capitalistes, il y a des fois où ils sont capables de prendre plus de profit, et les travailleurs, il y a des fois où ils sont capables d'imposer de la réglementation sociale et des augmentations de salaire. Ça existe concrètement. Il y a quand même des effets de, de rapport de force dans la répartition. Bien, donc, de fait, le alpha et le 1 moins alpha, ça décrit à la fois des facteurs techniques, et puis qui sont des facteurs techniques d'une production dont, au passage, la valeur dépend du prix de vente. Et le prix de vente, lui aussi, il va dépendre de autre chose que des choses éthérées comme la concurrence parfaite dans un modèle où il y a atomicité, libre entrée et tous ces machins-là. D'accord? C'est-à-dire que de fait, la vie réelle, c'est pas juste la vie des modèles. Mais bon,
ce que je veux juste indiquer, c'est que si on admet que la production, c'est juste le résultat de j'applique du travail à du capital, alors, et qu'on admet qu'il y a des rendements d'échelle constants, alors ce qui doit se passer, c'est que le facteur technique qui indique quelle est la productivité marginale du capital, c'est ce qui dicte à la fois la rémunération du capital par unité de capital, et puis, de fait, la part totale du capital dans la production. Et donc, même si dans la réalité c'est fluctuant, bah, on voit que c'est fluctuant, d'accord, hein, mais ce n'est pas fluctuant entre 0 et 100, d'accord. Alors, donc, typiquement, les deux graphiques là, ils montrent la part du travail dans la valeur ajoutée totale aux États-Unis pour la période 1929-1997, puis en France pour la période 1913-1997. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est relativement stable. Alors, un truc qui fluctue entre allez, 64% et 86%, on peut penser que ce n'est pas stable. Sauf que, en fait, entre 64% et 86%, on est loin d'être entre 0 et 100%. On fluctue quand même dans une bande qui est d'autant plus étroite que d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe, à part les années de guerre, les années de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont un peu exceptionnelles quand même, hein, et donc à part les années de la Deuxième Guerre mondiale, on voit que la bande de fluctuation pour la rémunération, la part du PIB annuel qui va au travail, c'est entre 64 et 73%. Et donc de fait, certes, ça fluctue, mais ça fluctue dans une bande qui est autour de 65, enfin on va dire 67%, plus moins 4%, quoi, quelque chose comme ça, ou plus moins 6%. Et donc pas, la bande de fluctuation n'est pas gigantesque. La bande de fluctuation n'est pas gigantesque, et d'un certain côté, pour les gens qui vous expliquent que les années 70, c'était les années où le rapport de force entre les travailleurs, entre le camp des travailleurs et le camp du grand capital, il était tel que le travailleur il pouvait imposer ce qu'il voulait au capital, mais la part du travail dans la répartition du produit, c'était pas absolument délirant par rapport à ce que c'est aujourd'hui. D'accord ? Il y avait 8% de différence, alors c'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus 100% qui va au travail, camarade. Bon. Et on voit d'ailleurs que pour les États-Unis, ça fluctue encore moins que pour la France. Pourquoi ? Parce que justement, les États-Unis, ils n'ont pas eu cette période complètement dingue qui a été la Deuxième Guerre mondiale. Donc concrètement, on a une relation entre les conditions techniques de production, en particulier la forme de la fonction de production, et la répartition de cette production entre le facteur travail et le facteur capital. Mais même si dans les faits stylisés, c'est commode de dire le facteur travail, c'est le camp des travailleurs, le facteur capital, c'est le camp du grand capital, en fait, dans la réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, parce que, comme j'ai fait allusion, d'accord, les travailleurs indépendants, de fait, ils touchent une rémunération qui dépend, qui est à la fois la rémunération de leur travail et de leur capital. Alors en général, les travailleurs indépendants aujourd'hui, c'est les travailleurs indépendants du secteur des services, c'est-à-dire ceux qui sont les auto-entrepreneurs aujourd'hui. Les auto-entrepreneurs, pour l'essentiel, c'est des prestataires de services. Ce pas des gens qui ont un haut fourneau dans leur cagibi et qui vont fabriquer de l'acier avec un laminoir à la maison. De fait, c'est plutôt des prestataires de services à la personne ou de services intellectuels. Mais si vous prenez en fait la structure de l'économie française, puisque là le graphique de Piketty le graphique est tiré des données de Piketty. Si vous prenez la structure de l'économie française avant la guerre de 14, par exemple, il y a beaucoup d'indépendants du secteur de l'industrie. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui s'est passé en France tout au long du XXe siècle, enfin, on va dire en tout cas jusqu'aux années 80, il y a eu une très forte croissance du salariat. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup d'indépendants dans le secteur, ou de toutes petites entreprises, mais même d'indépendants, dans le secteur de la construction mécanique, par exemple. Il y a des patrons qui ont leur atelier. Parfois, ils ont un ouvrier ou un apprenti, mais parfois, ils travaillent tout seuls. Et donc, ceux-là, ils ne sont pas salariés. Et donc, typiquement, leur rémunération, c'est à la fois la rémunération de leur travail et la rémunération de leurs outils de production. Et eux, ce n'est pas des prestataires de services. D'accord ? Et si vous prenez la Gervaise de l'Assommoir, qui est une travailleuse indépendante,
Alors, est-ce que c'est une prestataire de service? Est-ce que c'est le secteur tertiaire ou est-ce que c'est le secteur secondaire? Est-ce que c'est le capital ou le travail qu'on rémunère? Bon, vous comprenez bien que, alors évidemment, un vrai marxiste va me dire que je suis un traître à la classe ouvrière, parce que ce qui fait la différence entre le capital et le travail, d'accord, c'est que le capital, c'est la définition d'une classe sociale, rien. Mais soyons honnêtes, euh, ce qui caractérise la production, c'est que n'importe qui a besoin aussi de capital dans sa production. Alors plus ou moins, et donc de fait, à moins de vouloir faire des caricatures qui sont de dire il y a ceux qui doivent tout à leur travail et puis il y a ceux qui ont du capital, qui profitent des revenus du capital, ça c'est de la caricature, ce n'est pas la réalité de la production. Bon, alors, ça c'était la mise en perspective. Et l'intérêt de cette mise en perspective, c'est quoi? C'est de dire, en fait, si maintenant on sort du cadre de la théorie et qu'on commence à regarder les faits, à regarder concrètement, à essayer d'utiliser cette équation pour évaluer la manière dont la croissance s'est faite effectivement. Eh bien, un moment typique où on va faire dérailler cette équation, où ça ne va pas marcher, c'est si vous prenez les 30 glorieuses en France. Alors, les 30 glorieuses en France, ça désigne les années 1945 à 1975, ça vous connaissez à peu près tous ça. C'est un terme qui est dû à Jean Fourastier, qui était en fait un contrôleur des assurances, prof au Conservatoire national des arts et des métiers, qui a écrit un livre qui s'appelle Les 30 glorieuses, et qui a dû être publié au début des années 70, et qui justement décrit l'extraordinaire croissance de la France dans l'après-guerre, dans l'après-deuxième guerre mondiale. Cette période des 30 glorieuses, ça a été une période de forte croissance pour beaucoup de pays qui sont aujourd'hui des pays avancés, mais qui étaient en fait plutôt en retard par rapport à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et ailleurs que dans ces pays, on ne parle pas de 30 glorieuses, on parle de miracles, d'accord? On parle de miracles italiens, on parle de miracles allemands, on parle de miracles japonais en particulier. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui ont été écrabouillés par la Deuxième Guerre mondiale et qui ont connu une croissance très rapide après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans les quatre cas que sont donc, par ordre alphabétique, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Japon, dans ces quatre cas-là, si on utilise notre équation, en fait, ça ne marche pas bien. Pourquoi? Parce que quand vous faites la moyenne entre la croissance du stock de capital, que là, on peut mesurer à peu près bien, parce qu'on commence à avoir des séries statistiques solides sur l'investissement macro, puis en plus, on part de zéro, c'est-à-dire qu'on part d'une économie où le stock de capital productif installé, c'est pas grand-chose. L'Allemagne, en 1945, comme le dit le titre du film, c'est l'Allemagne année zéro. C'est-à-dire tout a été rasé par les bombardements alliés, d'accord. Et donc, on n'a pas zéro de capital, mais on n'est pas très loin de zéro de capital. Et la France, c'est pas terrible non plus. C'est pas terrible non plus parce que les Allemands ont détruit les ponts, ils ont emporté les moteurs des laminoirs du nord et de l'est en se retirant. Donc, il ne reste pas rien, mais il reste un capital productif qui, pour beaucoup, est obsolète et a été très fortement diminué et usé. Enfin, soit usé par la guerre, soit détruit par les bombardements, soit emporté par les Allemands. Donc, c'est comme si on partait de zéro, à peu de choses près. On a des séries statistiques qui nous montrent comment le capital augmente, et on se met à mesurer sérieusement les heures de travail, parce qu'on se met à avoir des négociations sociales justement sur la durée du travail et sur le paiement du travail, dans des économies qui sortent du secteur agricole. Bref, on a des données de qualité pour pouvoir essayer d'estimer cette équation, et on se rend compte que quand on regarde le taux de croissance du PIB de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et du Japon entre 45 et 75, c'est beaucoup plus que le taux de croissance du capital, plus le taux de croissance du travail, avec des proportions alpha et 1 moins alpha. Et donc, il y a ce qu'on appelle un résidu. Et ce résidu, c'est de l'ordre de 4 à 5% par an. C'est-à-dire que le taux de croissance de l'Allemagne, du Japon, de l'Italie et de la France, c'est bien la moyenne du taux de croissance du capital installé, plus le taux de croissance de la quantité de travail qui est investi dans l'économie. Mais ça ne croît pas très vite, la quantité de travail. Ça ne croît pas très vite. Pourquoi? Parce que la population de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et du Japon, enfin la population active, elle n'augmente pas considérablement depuis 1945. Et puis, même si. Alors, il y a le baby-boom, d'accord, mais le baby-boom, c'est des enfants qui naissent en 43, à partir de 43. Donc, ils ne vont pas être sur le marché du travail. On n'est pas au Pakistan, on ne va pas les mettre à bosser à partir de 6 ans. D'accord. Donc, de fait,
la quantité d'heures travaillées, elle augmente assez peu, et puis on ne peut pas demander aux gens de travailler 90 heures par semaine après la guerre. Donc l'augmentation du PIB, on l'appelle un résidu, parce qu'un résidu, c'est un reste. Et là, c'est un reste au sens propre. C'est-à-dire que quand vous faites la différence entre le taux de croissance du PIB, alpha fois le taux de croissance du stock de capital, et 1 moins alpha fois le taux de croissance du travail, alors j'aurais dû mettre un signe moins ici, c'est une erreur que je vais corriger, ben, il reste quelque chose, et ce quelque chose, c'est 4 à 5% de croissance par an. C'est énorme. Question, ça vient d'où? Et en fait, justement, ce résidu, c'est ce qui va faire la différence entre la croissance intensive et la croissance extensive. C'est-à-dire que concrètement, la croissance extensive, c'est la croissance qui est simplement le produit de l'augmentation des facteurs de production. La croissance extensive, c'est pour produire plus, vous utilisez plus de travail et vous utilisez plus de capital. Et ça, c'est extensif parce qu'on étend l'usage des facteurs de production. Alors que la croissance intensive, c'est la croissance où, sans que vous augmentiez la quantité de capital et la quantité de travail, le PIB augmente. Et donc, l'intensité productive augmente. Et la question, c'est mais pourquoi ça augmente et comment est-ce qu'on en rend compte? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant parce que, au passage, vous voyez le truc, c'est-à-dire que souvent on critique l'économie en disant mais ouais, mais l'économie, c'est des hypothèses irréalistes. Sauf que là, notre hypothèse de départ, on voit que c'est parce qu'on s'en éloigne qu'on se rend compte qu'il y a un phénomène à expliquer. On avait dit la croissance, la production, c'est le produit au sens propre de la quantité de capital installé, puissance alpha, par la quantité de travail qu'on met dans la production, puissance 1 moins alpha. Et quand on dit ça, on se rend compte qu'on ne rend pas compte de la croissance, donc il y a quelque chose en plus, que pour l'instant on appelle le résidu parce qu'on ne sait pas comment le caractériser. Et du coup, expliquer la nature et la façon dont ce résidu contribue à l'augmentation de la production, ça devient un objet intellectuel, certes, enfin, ça pose une question. Et donc, l'hypothèse irréaliste qui permet pas bien de rendre compte de la production, elle conduit à, enfin, qui permet pas bien, mais qui n'était pas stupide non plus au départ, c'est elle qui conduit à poser une question plus sophistiquée que celle qu'on aurait posée si on n'avait pas eu l'hypothèse de départ. Bon, alors il va quand même falloir qu'on la pose et qu'on y réponde à la question. Mais justement, c'est pour ça que je vous propose de caractériser un peu plus précisément ce que j'ai appelé, sans pouvoir le saisir concrètement la semaine dernière, d'un côté la croissance intensive, de l'autre côté la croissance extensive. En fait, je vais adopter une représentation un peu simplifiée par rapport à celle-là, enfin un peu simplifiée, si on veut, parce que la gueule de l'équation ne ressemble pas vraiment à une simplification. J'y consens. L'idée, c'est qu'on va regarder la production par tête. Au lieu de regarder la production totale, on va regarder la production par tête. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que la production par tête, c'est ce qui va nous donner une idée de la consommation par tête possible. C'est-à-dire que, justement, c'est ce qui va nous permettre de considérer une croissance proprement parlée intensive. En effet, si on regarde simplement le PIB dans son ensemble, on se doute bien que si on multiplie par 10 le nombre d'heures travaillées, le PIB va augmenter. Pour autant, par heure travaillée, on n'est pas sûr qu'on augmentera la production. Donc, ce qu'on va appeler des variables intensives, dans un premier temps, c'est tout simplement des variables par tête. C'est aussi bête que ça. Ou dans la perspective qui est la nôtre, c'est exprimer cette équation de définition du PIB. On dit par tête par habitude, mais en fait, c'est par heure travaillée. Bon, et donc, puisqu'il y a un résidu, ce résidu, on va lui donner un nom, on va l'appeler A, et on va l'appeler dans un premier temps productivité totale des facteurs. D'accord? Donc PTF, en anglais, c'est Total Factor Productivity, donc TFP. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? On ne sait pas. C'est une manière compliquée d'appeler le résidu dont on ne sait pas ce que c'est. Et ensuite, on va regarder concrètement quelle est la valeur de la productivité, enfin, comment la productivité totale des facteurs
apparaît dans des circonstances particulières, et puis on va voir si on peut l'expliquer. Voilà, quand on se place en variable intensive, donc cette équation de définition du PIB, quand on se place en variable intensive, ce qu'on fait, c'est qu'on divise par le nombre d'heures travaillées. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il se passe qu'en divisant par le nombre d'heures travaillées, on va avoir Y sur L est égal à AK alpha L1 moins alpha divisé par L. Donc, L1 moins alpha divisé par L, ça fait en fait L alpha. Donc, il reste AK alpha L divisé par L alpha. Donc, on a cette équation-là. D'accord? On a que la production par tête, plutôt la production par heure travaillée, c'est la productivité globale multipliée par le capital par tête puissance alpha. Et donc, en différenciant, eh bien, le taux de croissance de la production par tête, c'est alpha fois le taux de croissance du capital par tête, plus le taux de croissance de la productivité totale des facteurs. Et alors là, du coup, on comprend mieux ce que c'est que la croissance intensive. Eh bien, la croissance intensive, c'est simplement quoi? C'est la moyenne, enfin, c'est pas la moyenne, c'est alpha fois le taux de croissance du capital par tête, plus le taux de croissance de la productivité totale des facteurs. Et donc, si on veut faire de la croissance intensive, c'est-à-dire si on veut faire de la croissance, si on veut croître plus vite que si on veut que le produit par tête croisse plus vite que le nombre d'heures travaillées, il faut augmenter le capital par tête et il faut qu'augmente cette chose toujours mystérieuse pour l'instant qu'on va appeler le résidu. Alors quoi? Alors, Schick, l'ami Nicholas Kraft, qui est un grand historien économiste britannique, il a fait une série d'estimations, justement, de quoi? Eh ben, du taux de croissance de la production par heure travaillée, du taux de croissance du capital par tête, enfin par heure travaillée, du taux de croissance de la productivité totale des facteurs, sur plein de périodes historiques, et en particulier des périodes historiques qui nous intéressent. Et donc on va regarder ça, et puis on va se demander ce qui se passe dans ces périodes, etc. Bien, alors, le tableau a l'air un peu étouffant, mais on va voir que pour être un peu relou, il n'en est pas moins extrêmement simple à interpréter. Alors, ce premier tableau, c'est quoi? On voit États-Unis, France, Allemagne, UK, Royaume-Uni, pardon, et donc Japon, sur 4 périodes, 1890-1913, 1913-1950, 50-74, donc la période des miracles, et puis la période qui suit la période des miracles. Et qu'est-ce qu'on a dans le tableau? On a le taux de croissance du PIB par heure travaillée. HW, c'est hours worked. D'accord? Donc, c'est les heures travaillées. C'est notre L de notre équation. Le capital par heure travaillée. Donc, c'est le K sur L de l'équation. Crude TFP, c'est donc la productivité totale des facteurs, crude grossière. Ensuite, on a une contribution de l'éducation. Et puis, une total factor productivity qui est en fait crude TFP minus education. Donc, la thèse de l'ami Nicolas Kraft ici, c'est que, en fait, la productivité totale des facteurs, c'est la différence entre, la vraie productivité totale des facteurs, le résidu au sens où il va falloir l'expliquer parce qu'on ne sait pas l'expliquer, c'est la différence entre, voilà, on a un taux de croissance de la production par heure travaillée. Quand on soustrait alpha fois le taux de croissance du capital par heure travaillée, il reste une productivité totale des facteurs. Ça, c'est concrètement, c'est pas l'équation qu'on a là, mais c'est une expression de l'équation qu'on a là, parce que ça consiste à dire alpha point sur alpha, c'est y point yl sur yl moins alpha k point l sur kl. D'accord? Donc, on transforme ça en différence et on obtient le taux de croissance de la productivité totale des facteurs. Et ensuite, on constitue un indicateur d'éducation et on exprime une productivité totale des facteurs hors éducation, d'accord, comme étant la différence entre la productivité totale des facteurs qu'on vient de calculer et puis ce truc d'éducation. Question, comment est-ce qu'on calcule l'éducation? En fait, comment on calcule l'éducation? Dans un monde idéal, on va dire, on mesure la productivité des travailleurs les plus qualifiés par rapport à la productivité des travailleurs les moins qualifiés.
Et puis comme ça, on mesure dans la population, on mesure comment évolue la productivité totale de la population. Ça, c'est le principe général. Et le principe général, ensuite, on l'applique de manière grossière, en faisant quoi? En construisant, en fait, ça marche en deux étapes. On a une première étape qui est qu'on regarde, du point de vue microéconomique, comment un travailleur qui a des années d'études est plus productif qu'un travailleur. Enfin, en gros, on regarde quelle est la contribution d'une année d'études supplémentaire à la productivité d'un travailleur. Donc ça, on fait de l'économétrie, en fait, des salaires et des années d'études. Et puis ensuite, on comptabilise les années d'études dans la population. D'accord? Donc il y a une partie micro pour l'estimation de la productivité du travail, la partie de la productivité du travail qui est liée à la quantité d'études, et ensuite une partie macro qui est mesurer les études dans la population. Tout ça est très approximatif, mais il s'agit de se donner des ordres de grandeur. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, c'est-à-dire toutes ces approximations, d'accord, on ne fait pas des mesures exactes, mais on veut essayer de comprendre en gros de quoi il est question. Si on regarde les États-Unis, la période des années 1890-1913, donc la période qu'on va appeler la Belle Époque, et ça c'est plutôt une période de croissance, d'accord, alors que les 20 années d'avant, c'était plutôt une phase de décroissance, enfin de ralentissement de la croissance. Donc dans cette phase de croissance des États-Unis, qu'en France on appelle la Belle Époque, on a un taux de croissance de la production divisé par le nombre d'heures travaillées qui est de 1,62% par an. Ça veut dire concrètement que si chaque travailleur continue de travailler la même quantité de temps, et donc, par exemple, en France, à cette époque-là, je vous rappelle que la durée du travail, la durée habituelle du travail avant la guerre de 14 en France, c'est 60 heures par semaine, hein, puisque c'est 6 journées de 10 heures. D'accord? Donc, un travailleur qui fait, et aux États-Unis, on avait vu que c'est à peu près cet ordre de grandeur-là aussi. Donc, un travailleur qui travaille ses 60 heures par semaine entre 1890 et 1913, toutes choses égales par ailleurs, sa productivité va augmenter de 1,62% par an. Aux États-Unis, 1,92 en France, 1,89 en Allemagne, 2,50 au Japon et 0,79 au Royaume-Uni. Alors, ce qui est intéressant, le premier truc qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, France, Allemagne, États-Unis, ça progresse à peu près au même rythme. Grande-Bretagne, ça progresse beaucoup moins vite. Pourquoi ça progresse moins vite en Grande-Bretagne et pourquoi ça progresse plus vite au Japon? Certainement parce que, en fait, ce qui est en cause, c'est en quelque sorte, si vous voulez, les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Japon, ils sont en train de rattraper un processus que la Grande-Bretagne a déjà accompli, qui est une phase de l'industrialisation où, où on substitue. En fait, ce qui va faire que la productivité du travail augmente à l'échelle de l'économie, d'accord, et pas seulement. Ce qu'on décrit, c'est pas seulement que les gens qui travaillent dans les usines sont plus productifs, c'est qu'à l'échelle de l'économie, la production réalisée par heure de travail augmente de 1,62% par an aux États-Unis et seulement 0,79% par an en Grande-Bretagne, c'est-à-dire la moitié. Bon, alors, on pourrait se dire, mais peut-être qu'il y a des facteurs. Oui, alors les facteurs, il faudrait quand même avant. Enfin, ce que je me suis rué à l'explication sans regarder. Si on décompose, on voit qu'aux États-Unis, comme en France, comme en Allemagne, bon, on parle en ordre de grandeur, d'accord? C'est-à-dire que de toute façon, on sait que c'est pas vrai à la première décimale après la virgule, elle est probablement, on a une marge d'erreur qui est probablement très forte. Mais en revanche, l'idée que le taux de croissance en Allemagne, en France et aux États-Unis soit supérieur au taux de croissance en Grande-Bretagne, ça paraît bon. Bon, et donc d'où vient la différence? Si on regarde le capital par heure travaillée, c'est une croissance de 1,5% par an en France, en Allemagne, aux États-Unis, et seulement 0,2% par an au Royaume-Uni. Donc concrètement, et 1,6% au Japon. Et donc vous voyez en fait qu'une grande partie de la différence entre les pays vient tout simplement de l'augmentation du stock de capital productif par tête. Or, l'augmentation du stock de capital productif par tête, c'est de l'investissement. Et cet investissement, on a vu qu'il était spécialement fort au Japon,
puisque justement, les Japonais ont une politique d'investissement qui est dirigée par l'État, centralisée, et qui consiste justement à concentrer l'investissement vers les industries lourdes pour permettre, en gros, le développement d'une armée, d'accord, et donc avoir de la sidérurgie pour faire des navires de guerre et des canons. Bon, mais de fait, ce développement de l'industrie, c'est pas juste on va développer une industrie avec ce qu'on gagne au loto. C'est on organise l'économie pour pouvoir faire un investissement énorme, puisque le capital par tête installé au Japon, il croît de 1,6% par an, ce qui est 3 fois le taux de croissance qu'on observe dans les pays qui sont maintenant les pays développés. Et c'est presque 10 fois le taux de croissance qu'on a au Royaume-Uni. Bon, et c'est donc cette augmentation du capital par tête qui va faire que la production par tête, enfin, ou par heure travaillée, augmente aussi fortement au Japon, parce que augmenter le capital par tête, ça veut dire augmenter très fortement la productivité du travail. Bien. Alors, donc, une grande partie de la différence entre le Royaume-Uni et les États-Unis, ça vient donc du fait qu'au Royaume-Uni, le stock de capital progresse moins vite. Pourquoi est-ce que le stock de capital progresse moins vite? Parce qu'au Royaume-Uni, d'une certaine façon, on a déjà fait les investissements dans les nouvelles techniques de production en sidérurgie, en textile, etc. Et on est arrivé à un point où les nouvelles machines ne sont pas rentables. Et donc du coup, on installe peu de nouvelles machines. Alors qu'en France, aux États-Unis et en Allemagne, les nouvelles machines sont encore rentables, donc on en installe. Et au Japon, la question, c'est pas de savoir si elles sont rentables. La question, c'est que l'impôt permet d'installer de nouvelles machines pour fabriquer plus de canons. D'accord. Après, donc la mesure de la productivité totale des facteurs, c'est donc la différence entre ce taux de croissance de la production par heure travaillée et alpha fois le taux de croissance du capital par heure travaillée. Et là-dedans, on voit qu'il y a un impact de l'éducation et que cet impact de l'éducation, il est à peu près le même dans les pays avancés. Et en revanche, il est très fort au Japon. Pourquoi? Parce qu'on a vu que, justement, au Japon, c'est le moment où les Japonais scolarisent fortement puisqu'ils rendent l'école obligatoire. Alors que quoi? Alors qu'aux États-Unis, dans la période 1890-1913, il ne se passe pas grand-chose du côté de la scolarisation, puisque la scolarisation primaire, c'est un truc de la fin du XVIIIe siècle, pratiquement aux États-Unis. Et la scolarisation secondaire aux États-Unis, on a vu que c'était le High School Movement, c'est l'entre-deux-guerres. Et donc on voit que l'impact de l'éducation aux États-Unis, ça va plutôt être la période de l'entre-deux-guerres, parce que c'est le développement du High School Movement, et la période de l'après-guerre, parce que c'est la période du développement des études supérieures. Et donc l'effet de l'éducation sur la production aux États-Unis va être plutôt depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'en France, il y a un effet assez fort dans la période 1890-1913, ça c'est l'école de Jules Ferry. Et puis il y aura un ralentissement dans l'entre-deux-guerres parce qu'il ne se passe rien. Et puis il y aura une accélération dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, parce que là, c'est en gros la scolarisation secondaire. D'accord. En Allemagne, on voit le même profil qu'en France. Au Royaume-Uni, on voit le même profil qu'en France. Enfin, c'est pas qu'ils ont copié sur la France, c'est que des pays qui ont à peu près la même organisation sociale, il y a à peu près le même effet. Alors qu'au Japon, l'effet de l'éducation, il est plus étal tout au long du XXe siècle. Bon, et donc ça laisse quoi? Ça laisse, quand on a retiré de la productivité totale des facteurs apparentes l'impact de l'éducation, il reste un résidu que là, va falloir expliquer. Et bon, si on veut l'expliquer assez rapidement, mais ça a quand même du sens de l'expliquer assez rapidement, ce qu'on voit, c'est que d'abord, le résidu, il est beaucoup plus faible au Royaume-Uni. Pourquoi il est beaucoup plus faible au Royaume-Uni tout au long du XXe siècle? Parce que une des caractéristiques de l'économie britannique au long du XXe siècle, c'est qu'elle est relativement sclérosée. Elle s'est développée en premier parce qu'elle a fait sa révolution industrielle en premier, mais du coup, l'économie britannique, c'est une économie qui vieillit et qui se renouvelle peu au XXe siècle. Je vous conseille en particulier un remarquable article de Nicholas Kraft dans le numéro des Annales des Mines que j'ai dirigé sur le Brexit, qui fait le point justement sur comment l'entrée dans l'Union européenne a complètement changé la donne pour les Britanniques, parce qu'ils avaient une économie qui était vieillissante et qui ne se modernisait pas.
Et en fait, l'entrée dans l'Union européenne, ça a relancé la concurrence. Et c'est ce qui a donné un coup de fouet à l'économie britannique, qui était une économie qui était sclérosée par rapport aux autres pays développés. Bon, ce qu'on voit, c'est que dans les autres pays développés, il y a une croissance, il y a une productivité totale des facteurs qui croît très fortement dans la période que j'ai indiquée comme étant la période des miracles pour la France et l'Allemagne. Alors qu'aux États-Unis, c'est moins le cas. Et aux États-Unis, la croissance, elle se fait beaucoup dans l'entre-deux-guerres. Donc on a l'impression qu'il y a un phénomène qui, aux États-Unis, commence dans l'entre-deux-guerres et dure pendant toute l'après-guerre, et que ce phénomène, en Allemagne, en France, mais aussi en Italie, au Japon, et en fait dans tous les pays, sauf la Grande-Bretagne, ce phénomène, il va être concentré dans les 30 ans qui vont suivre la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? Sauf aux États-Unis, où c'est en gros sur pratiquement tout le XXe siècle, et en Grande-Bretagne, c'est comme si ça s'était passé un peu avant. Ce phénomène, c'est quoi ? Donc ce phénomène, je vais revenir à l'interprétation. D'abord, on va se concentrer sur on va revenir sur la lecture du tableau et après on essaiera de fournir l'explication. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est que si vous regardez la France, la période des 30 Glorieuses, c'est une croissance de la production par heure travaillée de 5,5% par an. Donc là, on n'est plus du tout dans avant la guerre de 14, donc dans la belle époque, l'ouvrier qui travaille 60 heures par semaine, en fait, sa production, elle augmente par an de 1,92%. Entre 1950 et 1974, l'ouvrier qui travaille dans une usine en France, alors la durée du travail, elle est légalement de 40 heures depuis, comme vous le savez, 1936, depuis le Front populaire. En fait, la durée moyenne du travail effectif en France pendant les 30 Glorieuses, c'est 48 heures. Donc les gens travaillent plus que la durée légale du travail. Mais si on suppose qu'ils travaillent 48 heures par semaine et donc que leur durée de travail ne change pas, leur production augmente quand même de 5,5% par an pendant 25 ans. Ce qui est gigantesque. Hein. Ça veut dire qu'au bout du compte, entre 45 et 74, la production de l'économie française est multipliée par 7, alors que la population active ne change pratiquement pas et que le nombre d'heures travaillées ne change pratiquement pas. Donc on est vraiment dans le cas où ce n'est pas la quantité de travail qui augmente la production, c'est tout le reste. Donc c'est bien de la croissance intensive. La production par tête augmente, et elle augmente de plus de 5% par an. Pourquoi ? Bon, il y a un tiers de cette croissance, pratiquement, qui est due à l'augmentation du stock de capital par tête. Qu'est-ce que ça veut dire, l'augmentation du stock de capital par tête ? Ça veut dire, on l'a dit, les usines en France, elles sont complètement vétustes en 1945. Celles qui n'ont pas été détruites par les bombardements alliés, et il y en a eu. Pourquoi il y en a eu ? Parce que les Alliés, ils ont détruit les usines françaises, parce que les usines françaises servaient à fabriquer des moteurs pour les avions allemands, elles servaient à fabriquer des moteurs pour les chars allemands, elles servaient à assembler des avions pour les Allemands, etc. Donc elles participaient à l'effort de guerre allemand. Donc, on les a bombardées. Alors, si vous voulez des exemples très précis, les usines de moteurs français, c'était par exemple les usines de Gnome-Aéron qui fabriquaient des moteurs d'avion. Et ces moteurs Gnome-Aéron, ils servaient à quoi ? Il me semble qu'il y avait des 14N dans les Henschel HS-129 qui sont des avions d'attaque au sol. Il me semble qu'il y a des usines de la Société de construction aéronautique du Nord qui fabriquaient des Focke-Wulf, donc des chasseurs pour le compte de l'armée allemande, enfin de la Luftwaffe, donc de l'armée de l'air. Il me semble que Renault fabriquait des moteurs et assemblait des chars pour le compte des Allemands, et ainsi de suite. Donc ça, c'est du capital productif qui a été détruit. Je crois qu'ils viennent me chercher. Hein. C'est le KGB, monsieur. Pardon ? C'est le KGB. Ils font beaucoup de bruit pour le KGB. Mais ça s'appelle le FSB maintenant, vous savez. Donc ça, c'est une partie du capital productif qui a été détruit, mais il y a aussi du capital productif qui était pas dans les entreprises, enfin qui était dans les entreprises, pas dans les usines, mais par exemple les gares ont été bombardées, en particulier les gares de triage. Pourquoi est-ce que les gares ont été bombardées ? Elles ont été bombardées parce que elles permettaient aux Allemands de déplacer des troupes, et donc pour pouvoir libérer la France, il fallait empêcher les Allemands d'utiliser les trains, et donc on a bombardé à la fois les gares de triage et les ponts. Donc quand on se place en août 1944 en France, la plupart des ponts sur la Loire sont détruits, la plupart des gares de triage sont détruites, la plupart des locomotives sont détruites, et la plupart des usines de construction mécanique sont détruites. Voilà. Donc il va falloir investir beaucoup pour reconstruire tout ça. Et vous savez que à la fois on va
avoir une planification qui va être centrée autour du commissariat général au plan et qui, justement, exactement comme au Japon, dans les années 1880, va concentrer l'investissement les premières années sur les industries lourdes, c'est-à-dire la sidérurgie, le ciment et les industries mécaniques, pour pouvoir reconstruire. Et puis, on va bénéficier de l'aide des Américains sous la forme de ce qu'on appelle le plan Marshall, c'est-à-dire que les Américains vont nous filer des dollars avec lesquels on pourra acheter des produits américains. Eux, ça leur permet d'éviter le crash de leur économie de guerre qui produit comme c'est pas permis. Et donc, ils vont reconvertir leur économie de guerre grâce au fait qu'ils vont donner de l'argent à ceux qui veulent, hein, parce que les pays qui sont volontaires pour recevoir du fric reçoivent du fric, et ils achètent ce qu'ils veulent avec. Et donc, nous, on achète beaucoup de locomotives en particulier, puisqu'on achète plus de 1300 locomotives, je crois. Et on achète évidemment ces locomotives aux Américains, qui, du coup, soutiennent une activité de production civile, ce qui permet de prévoir la reconversion de l'industrie militaire vers l'industrie civile. Donc, énorme effort d'investissement qui augmente considérablement le capital par heure de travail. Mais même en comptant ça, il reste encore 4% d'augmentation de la production par tête, enfin par heure travaillée, qui n'est pas expliquée par l'augmentation du stock de capital. Alors là-dedans, ce qu'on voit, c'est que, en fait, il y a une augmentation considérable de l'éducation. Mais ça c'est d'un effet très lent, parce que si vous prenez la main-d'œuvre en 1945, la main-d'œuvre en France, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si vous prenez les gens de 60 ans, par exemple, en 1945, c'est des gens qui sont nés en 1885. Donc en fait, les gens qui ont 60 ans, c'est des gens qui ont juste commencé. C'est la première génération de ceux qui ont été à l'école obligatoire. Mais les gens qui ont 70 ans, eux, ils n'ont pas forcément été à l'école obligatoire, donc ils ne savent pas forcément lire. On peut penser, ah oui, ceux-là, ils sont à la retraite. Ils sont à la retraite. En 1944, ils ne sont pas à la retraite parce qu'il n'y a pas de retraite. Enfin, il y a des retraites pour ceux qui se sont constitués des retraites en cotisant eux-mêmes à des caisses de retraite privées. Mais c'est seulement en octobre 1945 qu'on dit maintenant c'est la retraite pour tout le monde. Et le premier effet de la retraite pour tout le monde, c'est que, de fait, on sort de la population active les vieux dans lesquels il y a encore des illettrés. Et donc, ça a un effet immédiat sur la qualité de la main-d'œuvre, c'est qu'on se retrouve avec une main-d'œuvre où il n'y a que des gens qui savent lire et écrire, enfin, à un pouillème près. Et de fait, comme pendant la période de l'après-guerre, on va avoir une progression de l'éducation, parce qu'on va mettre tout le monde d'abord au collège et puis ensuite au lycée, mais au lycée, c'est plutôt plus tard, on va avoir une augmentation de la productivité, mais cette augmentation de la productivité, elle va progresser simplement au fur et à mesure que la population active se renouvelle. Donc ça progresse lentement. Mais ça explique quand même un demi-point, enfin un demi% de croissance de la production par tête pendant 25 ans. C'est-à-dire, au bout du compte, ça explique 12%. Il reste quand même presque plus de 3,5% à expliquer. Et question, d'où ça vient ces 3,5%? D'où vient ce résidu? Et on voit que ce résidu, il est du même ordre de grandeur en Allemagne et il est même encore plus grand au Japon. Alors là, il y a des livres entiers sur le sujet, d'accord, sur comment est-ce qu'on explique les miracles. Mais fondamentalement, il y a en fait les deux grands de direction de la réponse. Il y a une réponse technique et il y a une réponse dans l'organisation sociale. La réponse technique, on l'a ébauchée quand on a parlé de la première révolution industrielle. C'est bien sûr, on a des progrès techniques absolument considérables, et ces progrès techniques, on les a décrits pour les années 1750 à 1800. Mais il va de soi qu'il y a une amélioration des techniques productives tout au long du XXe siècle aussi. Et donc ça a un effet sur la production par heure travaillée. Parce que, je vais prendre un exemple idiot, d'accord, mais l'invention de la tronçonneuse, ça change la productivité des bûcherons. C'est-à-dire que quand vous devez couper un arbre et qu'on ne vous donne rien du tout comme capital, vous devez juste le couper avec les dents. Bon, si vous êtes Obélix, ce n'est pas un problème, un coup de potion magique, vous déracinez l'arbre. Si vous n'êtes pas Obélix, il faut avoir les dents bien aiguisées, mais si vous n'êtes pas un castor, vous aurez du mal. Après, quand on invente, quand on arrive à l'âge du bronze, même plutôt à l'âge du fer d'ailleurs, quand on invente la lame de hache, on augmente fortement la productivité de ceux dont le travail c'est de couper les arbres. Puisque avant il n'y avait que Obélix et les castors. À partir de l'invention de la lame de hache, à peu près n'importe quel être humain doté d'une hache sait faire. Le jour où on invente la tronçonneuse,
on augmente évidemment considérablement la productivité de celui qui coupe les arbres, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'abattre un arbre à la hache, mais c'est assez long. Voilà. Alors qu'abattre un arbre à la tronçonneuse, ça va quand même nettement plus vite. Néanmoins, si vous aviez prévu d'abattre des arbres ce week-end pour faire des mesures de productivité, faites attention. D'abord, il ne faut pas abattre des arbres dans l'espace public parce qu'ils ne sont pas à vous. Et ensuite, euh, abattre des arbres, ça comporte des risques parce qu'on ne sait pas où ils vont tomber. D'accord. Donc, je ne veux pas que vous vous blessiez et que la semaine prochaine, vous reveniez en vous étant retourné un ongle, ou en ayant retourné la maison, ou en ayant retourné les passants, en disant hey, monsieur, on a essayé de mesurer la productivité hein, et on a tué 3 passants. Donc, ne jouez pas avec les arbres sans être sous la supervision d'un bûcheron qualifié. Non, mais blague à part, on voit bien que un type avec une hache, on suppose qu'il abat 10 sapins par jour. Un type avec une tronçonneuse, il en abat 200. Donc concrètement, il est 20 fois plus productif. Et donc, ce que décrit cette augmentation de la production par heure travaillée, c'est quoi? C'est le fait que c'est pas le fait que le jour où on invente la tronçonneuse, tous les bûcherons vont se mettre à avoir des tronçonneuses. Non, c'est que le jour où on invente la tronçonneuse, on va mettre sur le marché une tronçonneuse qui va être chère, et dans un premier temps, il y a seulement certaines entreprises qui vont acheter la tronçonneuse. Et donc, du coup, ça ne va pas transformer radicalement la productivité de tout le secteur de l'exploitation forestière, mais seulement ça va rendre plus productif certaines entreprises qui vont consentir cet investissement supplémentaire. Et ces entreprises, comme elles vont devenir plus productives, elles vont pouvoir produire du bois moins cher. Donc, elles vont éliminer du marché les concurrents qui continuaient d'utiliser des techniques vétustes. Et donc, petit à petit, tout le secteur de la production forestière va être transformé par les tronçonneuses, mais ça ne va pas se faire en 2 jours, ça va se faire en plusieurs années. Et donc, la diffusion de la productivité dans la filière, ça va prendre du temps. Et puis après, quand vous y réfléchissez, en fait, l'économie nationale, ce n'est pas juste le secteur de l'exploitation forestière. Il y a aussi il y a d'autres trucs que les forêts et les bûcherons. Et donc, de fait, même si la productivité du travail elle a été multipliée par 250 ou par 25 ou par 30, ou j'en sais rien, mais par beaucoup dans l'exploitation forestière, ça n'explique que 0,1% de la production nationale. Et Mais, donc, oui. désolée, mais du coup, ça veut dire que les gains de productivité, ils sont alimentés par la seule hausse du capital et c'est ce qui fait que c'est une croissance intensive? Attention, justement, on n'y est pas encore. J'ai dit il y a 2 choses. Il y a l'aspect technique, et puis il va y avoir un aspect d'organisation sociale que je vais aborder dans pas très longtemps. Mais vous avez tout à fait raison d'insister justement sur la hausse du capital, parce que vous voyez qu'en fait, dans la hausse du capital, il y a un aspect hausse du capital à technologie constante, et il y a un aspect renouvellement de la technologie, qui fait que même si le capital n'est pas plus cher, il est plus productif. Or, hausse du capital à technologie constante, ça c'est capturé par la colonne augmentation du stock de capital par heure travaillée, et augmentation de la productivité du capital parce qu'il y a un progrès technique, ça, c'est pas capturé par l'augmentation du coût, de la valeur du capital, c'est capturé par la productivité totale des facteurs. Et donc, quand on invente des machins comme la machine à vapeur, alors la machine à vapeur, elle n'est pas là, mais on va aller la chercher, on va voir après, quand on essaie de faire ce genre de comptabilité sur la révolution industrielle, on se doute bien quand même que la machine à vapeur, ça doit avoir un effet en termes de productivité globale. Parce que, concrètement, le progrès technique, c'est le truc qui fait qu'à coût égal, le capital doit être plus productif. Et donc l'exemple des haches et des tronçonneuses, il est absolument évident, du moins, alors il se trouve que moi j'ai abattu des arbres dans ma vie. Si vous ne l'avez pas fait, ça ne vous saute peut-être pas aux yeux. Mais, et donc encore une fois, je ne peux pas vous encourager à aller couper des arbres à la hache et à la tronçonneuse pour voir, mais quand je vous dis que la productivité, elle est de l'ordre de 1 à 20, c'est quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais une tronçonneuse, ça vaut beaucoup plus cher qu'une hache. D'accord. Et donc, de fait, alors qu'on avait des travailleurs qui avaient des haches, on passe à des travailleurs qui ont des tronçonneuses, en fait, on voit que concrètement, à la fois, il y a une augmentation du stock de capital par tête, et donc il y a une partie de l'augmentation de productivité qui va être liée à l'augmentation du stock de capital par tête, et puis il y a une augmentation de la qualité technique du capital, et ça, justement, ça ne va pas être capturé par l'augmentation du capital par tête, et ça va aller dans la productivité totale des facteurs. Et donc concrètement, l'histoire de la France, enfin l'histoire des miracles après la Deuxième Guerre mondiale, mais ou l'histoire de l'augmentation de la production dans toute la grande divergence, il y a un effet augmentation du stock de capital par tête, et il y a un effet amélioration technique des conditions de production.
Mais monsieur, Je si vous on écoute. prend l'exemple de votre bûcheron là, les bûcherons, au départ, ils ont tous une hache et cetera. Ils n'ont pas forcément tous, les moyens d'acheter une tronçonneuse, mais ils peuvent, se réunir pour acheter, plusieurs, tronçonneuses, non? Donc ça peut se faire de manière différente? Parce que là, Alors, s'il y en a un ou 2 qui sont plus riches qui vont acheter ces tronçonneuses, ça fait en effet une augmentation de la productivité, mais aussi un accroissement des inégalités. S'ils se partagent leurs mais attendez, richesses. attendez. Là où je vous arrête, c'est que je n'ai pas décrit un mécanisme idéal. D'accord. C'est que là, vous êtes en train de mélanger deux choses. Vous êtes en train de mélanger éventuellement une description des faits et puis des normes morales, mais qui peuvent aussi être des normes productives. J'en dis ce qu'on vient pas, mais vous êtes en train de mélanger la question des inégalités, qui est une autre affaire. Concrètement, si on regarde comment s'est fait l'augmentation en gros, comment s'est fait l'investissement en capital tout au long de la révolution industrielle, c'est clair que ça s'accompagne d'une augmentation de la taille moyenne des entreprises. Les entreprises sont de plus en plus grandes, et c'est parce qu'elles sont de plus en plus grandes qu'elles sont de plus en plus disposées à investir. Alors, du coup, vous avez raison de dire qu'un des corollaires de ça, c'est que potentiellement, ça peut augmenter les inégalités. Sauf que pendant les 30 Glorieuses, par exemple, ça ne les augmente pas. Enfin, il y a des périodes où ça les augmente. En gros, entre 1945 et 1960, il y a une divergence entre le salaire moyen et le salaire minimum, par exemple. Mais à partir de 65-68, les inégalités vont se réduire parce que les salaires les plus bas augmentent. Mais on laisse la question des inégalités de côté parce que la question Ouais, OK. j'entends, c'est pas qu'elle soit pas intéressante, mais c'est que si vous essayez de répondre à tout en même temps, vous n'allez pas y arriver. Ouais, je vois, je vois. Faut décomposer analytiquement. Et donc là, mon point, il est simplement d'essayer de capturer les raisons pour lesquelles la production par tête ou par heure travaillée augmente. Et donc je vous dis, justement, la question de madame permettait justement de distinguer dans l'analyse ce qui était dû à l'augmentation du stock de capital et ce qui était dû à la qualité technique de ce capital, qu'on va donc appeler progrès technique, et qu'on va faire entrer dans la productivité totale des facteurs. Et qui va donc participer à la croissance intensive, d'accord, puisque justement, ça permet d'augmenter la production par tête sans nécessairement augmenter le capital par tête. Pardon, ça permet d'augmenter la production par tête, c'est tout. Il suffit de dire que ça permet d'augmenter la production par tête. Pour dire que ça participe de la croissance intensive. Alors, il y a un deuxième élément dont j'avais promis de vous parler, dont il faut que je parle maintenant, mais si vous permettez, je vais boire un coup parce que sinon je ne vais pas y arriver. Et donc, je vous prie de m'excuser. Ce deuxième élément, c'est que si vous regardez l'économie française en 1975 et que vous comparez avec l'économie française en 1945, il y a autre chose qui a changé que la taille des usines et la modernité du matériel productif. C'est là d'ailleurs que les 30 Glorieuses, c'est très amusant. Enfin, les 30 Glorieuses, le livre de Jean Fourastier. C'est un bouquin qui se lit très facilement. Hein. Et en fait, ce n'est pas la peine d'aller tellement au-delà des 20 premières pages, parce qu'il a tout dit dans les 20 premières pages. Ce sur quoi il insiste, Fourastier, c'est que la transformation de l'économie française, c'est d'abord une transformation sociétale. Et pourquoi c'est une transformation sociétale ? Parce que concrètement, l'économie française en 1945, c'est une économie en grande partie rurale. Il y a l'agriculture fait 35% de la population active. Les gens vivent à la campagne ou dans des villes de petite taille, et ils n'ont pas accès à la consommation de masse. Et en 1975, il n'y a plus que 7 ou 8% de la population qui travaille dans l'agriculture, et l'agriculture n'est plus le cœur de l'économie française, et c'est plus non plus la France ne se représente plus comme le royaume agricole. D'accord ? Le royaume agricole, je vous rappelle, c'était la manière dont François Quesnay, l'économiste du milieu du XVIIIe siècle, nommait, Quesnay fait une description d'un circuit économique, enfin d'un pays idéal qu'il appelle le royaume agricole, et c'est la France. Et la France se vit comme une puissance agricole. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous dites la France, bon, ok, vous dites oui, les vins de Bordeaux,
les canards du sud-ouest, d'accord, enfin, c'est folklore, c'est pas ça ça caractérise les bouffes en famille ou entre copains, mais l'économie française, c'est pas ça, d'accord, ou la France, c'est pas juste ça. Et donc, pourquoi c'est important, du point de vue qui est le nôtre, du point de vue de la productivité totale des facteurs? En fait, c'est important parce que si vous regardez la productivité, donc la productivité d'un emploi dans l'agriculture et la productivité d'un emploi dans l'industrie. Eh bien, alors après, ça dépend où dans l'agriculture, mais on va prendre un emploi moyen dans l'agriculture en France en 1945. Un type qui est employé dans l'agriculture en France en 1945, comment dire, en fait, il n'est pas très productif. Et justement, c'est parce que les employés de l'agriculture de 1945 ne sont pas très productifs qu'on va pouvoir les employer ailleurs. Et c'est pour ça que la proportion de la main-d'œuvre agricole dans la population active va baisser. C'est parce qu'en fait, on peut produire la même chose avec beaucoup moins de monde. D'accord ? Et donc, de fait, les travailleurs du secteur agricole ne sont pas productifs. Mais alors, pour les rendre plus productifs, il y a deux solutions. Soit on les laisse dans l'agriculture et on augmente de manière importante la production agricole, mais comme on ne va pas bouffer 10 fois plus, il faut qu'on vende à l'export. On peut vendre des trucs à l'export, mais on ne peut pas inonder les marchés mondiaux avec des productions agricoles. D'abord, les prix agricoles baissent, et donc ça n'augmente pas tellement la valeur de la production. Alors la production, elle est comptée en valeur, d'accord ? Et la raison pour laquelle les autres pays vont quand même, en général, continuer à essayer de produire, c'est que l'indépendance alimentaire, c'est important du point de vue stratégique. Et donc, en général, les gouvernements sont attentifs à ce que la production agricole nationale soit suffisante pour nourrir dans des conditions normales la population. Ou alors, du moins, si on est dépendant des importations, comme c'est le cas d'un pays comme le Royaume-Uni, d'accord, qui est un importateur net de denrées alimentaires depuis l'abolition des Corn Laws, enfin probablement même depuis avant, c'est un choix délibéré, mais c'est un choix qui est assez rare en fait. Bon bref, tout ça fait que vous ne pouvez pas augmenter la productivité des travailleurs de l'agriculture en les maintenant dans l'agriculture. Donc il faut les mettre ailleurs. Et donc si vous prenez des travailleurs de l'agriculture qui ne sont pas productifs et que vous les mettez dans un secteur où la productivité augmente très vite, comme l'industrie, en fait, l'augmentation de la productivité moyenne de l'heure travaillée, elle vient du fait que vous prenez un mec dans l'agriculture où il est au chômage virtuel et vous le mettez dans une usine où il va bosser 48 heures par semaine, ça augmente déjà la productivité moyenne de la main-d'œuvre. Alors, quand je dis vous prenez un travailleur de l'agriculture qui n'est pas productif parce que l'agriculture n'est pas productive, alors elle n'est pas productive, concrètement, elle n'est pas productive parce que beaucoup de travailleurs de l'agriculture en France en 1945, justement, n'ont pas de capital. Ils n'ont pas de tracteurs, ils n'ont pas accès à des engrais, ils n'ont pas accès à des semences de qualité et ils n'ont pas les moyens. Parce que ils sont métayers dans les Landes, parce que ils n'ont pas les moyens d'investir dans un outil de production. Donc concrètement, c'est là qu'on retrouve la question des inégalités que vous posiez. Concrètement, ces travailleurs-là, il n'y a pas moyen qu'ils deviennent productifs, sauf. Alors, on pourrait dire, ouais, il n'y a qu'à leur donner les moyens d'acheter des tracteurs. Oui, mais ils ne sont pas éduqués. Donc, ils ne sauront pas bien choisir les cultures qu'ils vont faire, etc. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, les envoyer à l'usine, en fait, ça ne va pas marcher non plus. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on les met à la retraite et que leurs enfants, on leur donne des boulots à l'usine. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas je prends un vieux dans sa ferme qui n'est pas productif et je le mets sur la chaîne de montage. Ça ne marche pas. D'accord? Le vieux, il a envie de tout péter si vous faites ça. Non, c'est le vieux, je vais lui payer une retraite. Et puis, les enfants du vieux, le vieux, il a 4 enfants, il y en a un qui va reprendre la ferme, mais celui-là, il va aller faire un bac agricole. Et puis, les 3 autres, ils vont aller bosser à l'usine. Et donc, de fait, les travailleurs du secteur primaire vont puisque le secteur primaire, c'est l'agriculture, la pêche et l'agriculture et la pêche. Et donc, les travailleurs du secteur primaire vont se déverser vers le secteur secondaire. On dit ça comme ça, puisque c'est la thèse du déversement, où ils seront plus productifs. Et du coup, et puis alors ensuite, comme vous le savez, à partir du moment où l'industrie va entrer en crise
Il y a certaines industries qui sont en crise dès les années 50 parce qu'elles sont concurrencées par des productions à l'étranger qui sont moins chères, par exemple le charbon, d'accord. Du coup, ensuite, la main-d'œuvre du secteur secondaire, quand elle n'est pas assez productive, elle va se déverser dans le secteur tertiaire où elle va être plus productive. Et donc, ce mécanisme de circulation de la main-d'œuvre des secteurs d'activité où elle est peu productive, donc pas rentable, vers des secteurs d'activité où elle est plus productive, elle est plus rentable, c'est pour ça qu'elle trouve du boulot. Et de fait, comme elle est plus rentable, c'est qu'elle est plus productive. Et comme elle est plus productive, le fait de la déplacer des secteurs où elle n'est pas productive vers les secteurs où elle est productive, bah c'est ça qui explique pourquoi la productivité du travail augmente. La productivité du travail augmente, pas seulement parce que le gars, à l'endroit où il est, on lui trouve des solutions techniques plus adaptées. C'est aussi que le gars, à l'endroit où il est, s'il n'y a pas de solution technique plus adaptée pour qu'il ait une offre concurrentielle, on lui donne un boulot ailleurs, et il y va. D'accord. Et donc, la grande histoire qui, en France, en Europe en général, se joue après la Deuxième Guerre mondiale, c'est à la fois un progrès technique considérable et puis une réorganisation productive de la société où le gros tiers de la population active agricole va bosser dans les usines. Et puis ensuite, à partir des années 60, une partie des travailleurs en usine vont devenir des travailleurs intellectuels. Alors évidemment, encore une fois, ça ne se fait pas directement. C'est pas Jean-Michel qui est commis de ferme en 1945 qui va d'abord aller travailler à l'usine et puis en 1960 il va passer son bac et puis il va devenir dessinateur industriel. C'est pas ça, d'accord. Je sais pas quoi. Le père Marcel il prend sa retraite en 45 et puis son fils garde la ferme, mais sa fille va bosser à l'usine chez Moulinex, à Carpiquet ou je sais pas où. Et puis les enfants de ceux-là, au lieu d'être soit dans l'agriculture, soit dans l'industrie, eh ben, ils seront dans les services où ils seront ingénieurs, financiers, banquiers, astronomes, que sais-je. D'accord. Et donc, la structure de la population active évolue, et elle évolue dans le sens où les travailleurs vont vers les secteurs et les emplois où ils sont plus productifs. Donc, il y a un aspect dans cette augmentation de la productivité totale des facteurs qui contribue en fait pratiquement aux 3/4 de l'augmentation de la production par tête ou de la production par heure travaillée. Il y a un aspect technique indéniable et il y a un aspect redistribution de la population active, donc des heures travaillées, entre les activités les plus productives. Et fondamentalement, c'est ça la croissance intensive. La croissance intensive, c'est la combinaison de j'utilise des solutions techniques plus productives, donc j'ai du progrès technique, mais aussi je réalloue la main-d'œuvre entre les activités les plus productives. Et donc, ce deuxième aspect des choses, il est quand même caractéristique du capitalisme, camarades. C'est-à-dire d'une économie où il y a une incitation à aller vers les activités productives. Pourquoi ? Parce que les modèles économiques, il n'y a pas de modèle économique à produire de manière pas rentable. Et donc, l'activité va se redéployer vers les secteurs rentables. Attendez, je n'ai pas dit le capitalisme, c'est bien, les inégalités, je m'en fous. J'ai dit simplement, il y a dans les organisations de type capitaliste, c'est-à-dire où il y a une propriété privée des moyens de production, même partielle, une incitation à déplacer la main-d'œuvre vers les activités qui sont productives, parce que c'est celles qui ont un modèle économique. Bien, alors justement, là, on a vu un premier fait stylisé, qui est quoi ? Qui est que on a une augmentation très forte de la production par heure travaillée au Japon, en Allemagne, en France, dans la période 1950, enfin, on va dire 1945-1975. Cette augmentation très forte de la production par heure travaillée, elle est due à la fois à l'importation des méthodes productives que les Américains avaient inventées dans l'entre-deux-guerres. L'exemple type, c'est la production à la chaîne, d'accord. Enfin, les chaînes de production vous savez, ça a été inventé par Ford, le convoyeur là, qui déplace la voiture en construction. Il y a très peu d'usines avec des chaînes de montage en Europe dans les années 30, et encore moins au Japon. Ça arrive après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est le symbole des nouvelles méthodes productives. Et donc, si la production progresse aussi vite en Europe dans les 30 années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'il y a une importation des méthodes productives que les Américains ont quand même vachement développées, avec beaucoup d'avance.
Et puis un deuxième truc qui est donc le mouvement de la population vers les emplois où ils vont être les plus productifs. Or justement, ça c'est un truc que les pays socialistes savent moins bien organiser. Et donc on va aller vers un deuxième fait stylisé, qui est intéressant parce qu'il permet de comprendre la différence entre croissance intensive et croissance extensive. Ou croissance plus intensive et croissance moins intensive. D'accord? C'est-à-dire, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a eu un papier de Krugman. Je ne sais pas si Krugman est encore à la mode. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de Paul Krugman. Mais Paul Krugman, c'est l'un des promoteurs de la nouvelle économie géographique. C'est un économiste qui a renouvelé l'analyse du commerce international dans les années 90. Bon, et en particulier, Krugman a écrit un papier que je vous ai mis sur le site, qui s'appelle, je ne sais plus comment, le mythe du miracle asiatique. Ça a dû être traduit en français sous le nom le mythe du miracle asiatique. Je vais juste vous le montrer. Donc, il est sur le site parce que c'est un grand moment. C'est un moment assez rare où les économistes ont produit des éléments d'analyse qui ont été repris dans le débat public par tout le monde. Bon, et donc, cet article sur le mythe du miracle asiatique, il a été publié dans Foreign Affairs. Et Foreign Affairs, c'est une revue qui n'a pas d'équivalent en France, mais qui est une grande revue intellectuelle qui s'intéresse. Alors, il y a des grandes revues intellectuelles en France, d'accord? Il y a Commentaires, il y a le débat. Enfin, le débat n'existe plus, mais il y avait les temps modernes jusqu'aux années 80. Enfin, si vous voulez, c'est des articles où c'est des revues où il y a des articles qui sont des articles d'actualité, mais d'actualité de long terme, écrits par des intellectuels qui connaissent les sujets et ont pour but de donner des perspectives pour interpréter le monde tel qu'il change. Et donc l'article de Krugman est assez chouette parce qu'en fait, il commence par un quiproquo. C'est quoi le quiproquo? C'est alors, Once upon a time, donc il était une fois. Western opinion leaders found themselves both impressed and frightened by the extraordinary growth rate achieved by a set of Eastern economies. Donc il était une fois, comment est-ce qu'on va dire, les gens qui font l'opinion dans les pays occidentaux étaient à la fois impressionnés et effrayés par les taux de croissance extraordinaires que les économies des pays asiatiques réalisaient. Et donc, on est en plein dans la question de la croissance. Et vous allez voir que, en fait, la Krugman, justement, il va mettre en œuvre les concepts de croissance extensive et intensive. Mais alors là où donc son article est à la fois vachement intéressant et assez drôle à la lecture, c'est donc qu'il explique, les Occidentaux sont effrayés par le taux de croissance des économies asiatiques. They are asserted with increasing self-confidence that their system was superior. Ça, c'est les gens de l'Est, les Asiatiques. D'accord? Societies that accepted strong, even authoritarian governments and were willing to limit individual liberties in the interest of the common good, take charge of their economy and sacrifice short-run consumer interest for the sake of long-run growth, would eventually outperform the increasingly chaotic societies in the West. D'accord? Donc, en gros, les sociétés autoritaires qui limitent les libertés individuelles, eh bien, à long terme, ils gagnent par rapport aux économies occidentales. On continue l'explication, et puis on arrive à dire quoi? Et ce dont Krugman parle, ce n'est pas de la Chine dans les années 2020 ou 2010, ce n'est pas des dragons asiatiques dans les années 90, c'est l'Union soviétique dans les années 50. En effet, si vous regardez alors, et donc c'est là où Krugman retrouve une certaine actualité. C'est-à-dire que, en fait, l'argument de Krugman, c'est de dire la croissance des dragons asiatiques dans les années 90, ou même 80, a exactement la même source que la croissance de l'Union soviétique et de ses pays satellites dans les années 50. Et on peut se poser la question de savoir ce qu'il en est de la Chine dans les années 2010. Mais en tout cas, la croissance des dragons asiatiques dans les années 80-90, comme la croissance de l'URSS dans les années 50-60, c'est certes des taux de croissance très élevés, qui sont plus élevés que les taux de croissance, en particulier des États-Unis. De sorte que les États-Unis sont tout à fait fondés à remettre en cause leur modèle de croissance. Mais quand vous regardez ce qu'il en est, ces pays que sont les dragons asiatiques des années 80 et l'URSS et les pays du bloc de Varsovie, du pacte de Varsovie dans les années 50-60,
Eh bien, en fait, ces pays sont caractérisés par une croissance qui est plutôt une croissance intensive qu'une croissance extensive. Bon, la Chine des années 2010, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, et donc, le propos de Krugman, c'est de dire il n'y a pas matière à s'inquiéter de la croissance des dragons asiatiques, comme il n'y avait pas matière à s'inquiéter de la croissance de l'URSS, parce que c'est une croissance qui ne pourra pas continuer à un rythme très élevé, dans la mesure où, comme c'est une croissance extensive, c'est une croissance qui s'explique simplement par la mobilisation de la main-d'œuvre. Et par un taux, c'est vrai, et par un taux d'investissement, donc d'augmentation du capital par tête, qui va trouver ses limites, parce que le capital par tête ne peut pas tendre vers l'infini. Et donc, au bout du compte, le point de Krugman, c'était de dire aussi bien l'URSS des années 50-60 que les dragons asiatiques des pays des années 80-90, c'est des pays où la productivité totale des facteurs ne progresse pas plus vite qu'aux États-Unis. Donc, il n'y a rien de spécial. Et en revanche, dans le cas des pays dont on vient de parler, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Ouest, enfin les pays qui connaissent des miracles dans les années 40 à 70, il n'y avait pas non plus lieu de s'en inquiéter pour les Américains, puisque c'était des pays qui étaient en train de rattraper les États-Unis avec l'aide, et c'est vrai aussi en concurrence avec les États-Unis. Pardon, alors j'ai pas vu pendant ce temps-là que ça causait dans le chat. Est-ce que... Monsieur, j'aurais une question. Oui, bien sûr. Juste pour les pays que vous venez de dire, donc les pays de l'Europe de l'Ouest, on a Oui. la 3/4 du coup de l'augmentation de la productivité du travail qui provient de l'augmentation du PTF, enfin, du TFP dans votre tableau, c'est ça? Oui. Oui. Et l'augmentation de cette productivité totale par facteur, elle vient en partie du progrès technique et en une autre partie de la réorganisation structurelle de la masse salariale, entre guillemets, dans les secteurs les plus productifs à cette époque, c'est ça? Alors, la réallocation de la main-d'œuvre des secteurs qui sont peu productifs vers les secteurs qui sont plus productifs. D'accord. Et cette relocalisation, entre guillemets, c'est ça qu'on appelle la croissance extensive. Alors, ce qu'on appelle la croissance intensive, c'est les variables intensives, c'est les variables qui sont divisées par la quantité de travail. D'accord? Donc, ça, c'est les variables intensives. Quand on divise le PIB par le nombre d'heures travaillées, on va appeler ça du PIB intensif. Donc, quand on fait de la croissance, quand on s'intéresse à la croissance intensive, c'est qu'on s'intéresse à la croissance par heure travaillée, et à la croissance du PIB par heure travaillée. De sorte qu'il peut y avoir une croissance de la consommation par tête, ou de la consommation par heure travaillée. Et du coup, j'ai pas trop compris. Alors, c'est quoi la croissance extensive dans votre modèle? Parce que vous avez parlé de ça et j'arrivais pas à la relier en fait avec ce que vous avez dit. Alors, on va regarder tout de suite comment il y a de la croissance extensive. On va regarder tout de suite en quoi il y a une différence entre les pays dont on vient de parler et puis, par exemple, les pays de l'Est, ou bien les pays de l'Est de l'Europe d'une part, ou bien les dragons asiatiques d'autre part. Donc, regardons ce tableau 2. Ce tableau 2, c'est quoi? C'est les taux de croissance, c'est la décomposition de la croissance du PIB par tête pour 3 pays européens d'une part, de l'Ouest, 3 pays européens de l'Est d'autre part, et 3 dragons asiatiques, enfin. Donc, on a des taux de croissance de la production par heure travaillée qui sont à peu près du même ordre de grandeur dans les pays d'Europe de l'Ouest et dans les pays d'Europe de l'Ouest dans les années des miracles, et dans les dragons asiatiques dans les années 60 à 80. Dans les pays d'Europe de l'Est, ces ordres de grandeur des taux de croissance sont quand même un peu plus faibles. Bon. Comment est-ce qu'on peut décomposer cette croissance? Ce qu'on voit, c'est que aussi bien dans les pays d'Europe de l'Ouest que dans les pays, que dans les dragons, on a une croissance du stock de capital par tête, par heure travaillée, qui est considérable, mais qui est encore plus forte dans les dragons que dans les pays d'Europe de l'Ouest. On a une croissance de la contribution de l'éducation, on a une contribution de l'éducation qui n'est pas négligeable, et il reste une productivité totale des facteurs, dont on voit qu'elle est de l'ordre de 3 à 4%, et qu'elle explique 3 à 4% de croissance, non pas du PIB, mais du PIB par tête, du PIB par heure travaillée par an dans les pays d'Europe de l'Ouest. La contribution de la productivité totale des facteurs dans les dragons asiatiques, elle est seulement de 1 à 2%, elle est 2,5 pour Taïwan, si vous voulez. Et c'est le même ordre de grandeur, donc, que la productivité totale des facteurs dans les pays de l'Est de l'Europe. C'est-à-dire, c'est à peu près la moitié
de ce que c'est en Europe de l'Ouest. Et donc, on ne peut pas dire, si vous regardez simplement la croissance du PIB, vous avez l'impression que le PIB de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la Pologne progresse très vite. Si vous regardez non pas la croissance du PIB, mais la croissance du PIB par tête, ça progresse moins vite. Et si vous regardez maintenant la productivité totale des facteurs, qui indique en gros comment l'efficacité de la production augmente, et ben vous vous rendez compte que les économies de l'Europe de l'Ouest progressent beaucoup plus vite en efficacité. Puisqu'en fait, dans leur croissance, il y a 4% de taux de croissance qui n'est pas expliqué par le fait qu'on augmente la quantité d'heures travaillées ou qu'on augmente la quantité de travail. Il y a 4% par an qui sont dus au fait qu'on organise mieux l'économie. Et donc, de fait, le modèle capitaliste, il croît plus vite que... Enfin, le modèle de la démocratie capitaliste, ça permet une organisation des facteurs de production qui permet de gagner 4% en production par an, alors que dans les pays socialistes, on est entre 1,5 et 2%, et dans les pays capitalistes asiatiques, on est entre 1 et 2%. D'accord ? Donc, de fait, alors, la croissance, elle est intensive partout, là. Mais elle est beaucoup plus intensive dans les pays d'Europe de l'Ouest que dans les démocraties populaires, ou même dans les pays qu'on appelle les dragons. La croissance des dragons, pour l'essentiel, la croissance des dragons, c'est l'augmentation du PIB, du capital par tête. Et l'augmentation du capital par tête, ça s'obtient comment ? Avec un taux d'investissement très fort. Et le taux d'investissement très fort, il s'obtient comment ? En renonçant à la consommation. Donc concrètement, c'est là qu'on voit que ces pays, Singapour, la Corée du Sud et Taïwan, qui étaient des pays plutôt autoritaires, bon, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, enfin, quoique Singapour, ça reste un pays relativement autoritaire, mais à certains égards. Mais donc, ces pays, l'un des traits de ces pays autoritaires, dans les années de forte croissance, dans les années 60 à 80, là, c'était donc que la consommation des ménages était limitée pour permettre un investissement très fort. C'est cet investissement très fort qui permettait de faire croître le capital par tête, ou par heure travaillée. Et de fait, cette croissance du capital par heure travaillée, c'est ce qui explique 2/3 de la croissance de la production par tête. Et donc il y a une maigre contribution de la productivité totale des facteurs. Donc en fait, si vous voulez, les dragons, ils ont acheté leur croissance en s'abstenant de consommer et en investissant. Alors que les Européens, ils ont gagné leur croissance en s'organisant intelligemment. Ouais, Voilà, donc c'est ça qui nous permet de différencier entre guillemets les modèles, c'est que il y en a un, il limite la consommation pour avoir un fort investissement et donc entre guillemets booster leur croissance, et l'autre, c'est plus entre guillemets du progrès technique avec une relocalisation dans les secteurs les plus productifs, etc. voilà. Ah ok, c'est plus ça quand vous expliquez. Voilà. C'est un peu long, mais en fait, pour tout vous dire, quand je faisais le cours de problème économique contemporain, il y a 10 ans, 15 ans de ça, je passais 3 séances là-dessus. Donc là, je vais un peu plus vite, mais parce que... mais je pense quand même que c'est cette grille de lecture qui est celle de la comptabilité de la croissance, qui consiste à trouver les sources du taux de croissance par tête, c'est quand même extrêmement éclairant sur les modèles économiques. Bon, mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que ces taux de croissance qu'ont connus les économies européennes pendant les années 1950 à 1975, ils ne sont plus possibles aujourd'hui. De fait, c'est dû au rattrapage de l'organisation américaine. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ça va si vite en Europe dans les années d'après-guerre, et ça va plus vite que les États-Unis ne croissent pendant la même période, c'est tout simplement parce que les Européens rattrapent en 30 ans ce que les Américains ont fait en un siècle. Et donc, du coup, ça provoque une croissance fulgurante en Europe. Alors, de leur côté, les Européens de l'Est, eux, ils ne réussissent pas à rattraper pour 2 raisons. La première, c'est qu'on voit le capital par heure travaillée augmente pas assez, en partie parce que, il faut dire les choses clairement, les Russes organisent l'exploitation de l'Europe de l'Est à leur profit. D'accord ? Donc, de fait, les économies de l'Europe de l'Est, elles sont ponctionnées par les Russes. Mais d'autre part,
À la fois, c'est des économies où on n'investit pas assez et des économies où la répartition des emplois entre les secteurs de production ne se fait pas de manière aussi économiquement efficace qu'en Europe, en particulier. Alors, ce n'est pas seulement parce que capitalisme versus communisme, c'est en particulier parce que le problème du bloc de l'Est, c'est qu'ils investissent beaucoup dans les industries militaires. Et les industries militaires, ça a une productivité douteuse. Enfin, je veux dire, on construit de plus en plus de missiles avec le même nombre de travailleurs, mais ça ne les fait pas manger mieux. Voilà. Alors, et donc, ça, ce n'est pas du bidon, parce que au moment où de Gorbatchev, au moment où vraiment l'URSS s'écroule, 30% du PIB, c'est l'industrie militaire. C'est que c'est monstrueux. Et ça veut dire que, en fait, un tiers de l'économie, c'est les sous-marins nucléaires, les bombes atomiques, les bombardiers supersoniques, enfin, les satellites espions. C'est-à-dire que, de fait, tout leur développement technique, il est tourné vers le militaire, avec aucune retombée civile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de militaires dans l'économie américaine et dans l'économie française. Hein. De fait, les dépenses de défense aux États-Unis, c'est 7% du PIB et en France, c'est 2%. Mais ce n'est pas 30%. Du coup, on peut s'acheter des fringues en France. Alors qu'en URSS, en 80, en 90, on ne pouvait pratiquement pas. Bon, alors, ça permet de comprendre rétrospectivement qu'est-ce qui a contribué à la croissance. Ça n'a pas un pouvoir prédictif formidable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire « ah ben, il n'y a qu'à faire des démocraties ». Aujourd'hui, la question est à nouveau posée par la comparaison avec la Chine. Et de fait, il y a beaucoup de gens qui disent bah, « c'est bien la preuve qu'un pays autoritaire comme la Chine, c'est mieux que les démocraties comme l'Europe et les États-Unis. » Parce que la Chine, justement, ils peuvent mobiliser leur épargne, donc ils ont un investissement macroéconomique plus élevé, donc ils ont un taux de capital par heure travaillée qui augmente vite. Et comment est-ce qu'ils font bah, tout simplement, ils répriment la consommation. Et donc, ils ont une productivité totale des facteurs qui augmente relativement plus vite que nous maintenant. Ça, c'est comment cette forme d'analyse permet d'analyser les situations contemporaines. C'est plus l'objet du cours. En revanche, puisque on a commencé à analyser croissance extensive versus croissance intensive, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder la révolution industrielle à la lumière de cette analyse-là? On va le faire en 2 temps. 1, on va regarder la révolution industrielle britannique. Et 2, on va regarder les révolutions industrielles successives. Alors, la révolution industrielle britannique, bon, là, le problème, vous comprenez bien, pour la révolution industrielle britannique, c'est qu'on a très peu de données pour faire une analyse statistique de qualité. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a besoin d'avoir le PIB d'un côté, le nombre d'heures travaillées de l'autre, la qualité le nombre d'années moyennes d'éducation dans la main-d'œuvre, et puis enfin le stock de capital. Déjà, pour les années 50, on est quand même obligé de bricoler un peu les séries statistiques. Alors, pour les années 1750, on va faire preuve de beaucoup d'imagination. Et donc, on va simplement essayer de se donner des ordres de grandeur. D'accord. Alors, en fait, il y a 3 grandes estimations qui sont livrées dans l'article de Crafts. Donc, la première, c'est celle de Feinstein, qui est un historien économiste américain qui a fait un truc en 81 sur la révolution industrielle. La deuxième, c'est celle de la thèse de Nicholas Kraft de 85. La troisième, c'est une estimation que Kraft a refaite, d'accord, qui est new. New, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est la nouvelle estimation de Kraft. Bon, qui change que marginalement par rapport à la première, et les détails nous importent peu. Tant qu'à faire, on va prendre la deuxième. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous voyez là, vous voyez 0,35, 0,50, 0,15. Quand vous y réfléchissez une seconde, 0,35 plus 0,50 plus 0,15, ça fait 1. Donc en fait, on a une fonction de production qui est une fonction de production à rendement d'échelle constant, qui n'est plus une fonction de production capital-travail, qui est une fonction de production capital-travail-terre. Pourquoi est-ce qu'on a une fonction de production qui est capital-travail-terre? Bien parce que c'est la représentation de l'économie des classiques, et donc de Smith et de Ricardo et de Marx. Et donc, finalement, expliquer la révolution industrielle dans les termes où les témoins la voient,
c'est pas plus bête qu'autre chose. Et donc, de fait, Feinstein et Crafts ont essayé de décomposer les sources, d'analyser les sources de la croissance de la révolution industrielle britannique dans les termes de l'analyse de la révolution industrielle britannique par les économistes classiques qui en étaient les témoins. Bon, alors ça nous amène à quoi? Ça nous amène en fait à considérer 3 périodes. La période du développement du textile, là, avec la machine à vapeur et puis les machines dont on a parlé, la Jenny, etc. Ça, c'est la période 1760-1800. La période 1800-1830, qui est la période compliquée avec les guerres napoléoniennes, la crise de reconversion à la fin des guerres napoléoniennes, etc. Donc, la période où, en principe, il y a un ralentissement, et puis la période où ça redémarre à fond avec les chemins de fer, d'accord, à partir de 1830. Bon, et on se rend compte de quoi? On se rend compte que, en fait, le taux de croissance. Alors, vous voyez, la différence entre Crafts, nouvelle version, et Feinstein, c'est que dans la version Feinstein, la croissance du PIB par tête était de 1,1% pendant la première période, 2,7% pendant la deuxième, 2,5% pendant la troisième. Aujourd'hui, les estimations sont plutôt 1,2, 1,6, 2,3. C'est-à-dire que, de fait, on a beaucoup minoré la croissance pendant la période trouble qui contient les guerres napoléoniennes et puis la crise de reconversion d'après les guerres napoléoniennes. Néanmoins, le taux de croissance, il est quand même supérieur à ce qu'il est pendant la révolution industrielle. Enfin, pendant le démarrage de la révolution industrielle. Pourquoi? C'est là que les choses sont subtiles. C'est qu'on a caractérisé cette période 1830 comme une période de ralentissement. En fait, attention les yeux, ce n'est pas une période de ralentissement du taux de croissance de l'économie. C'est un ralentissement des nouvelles innovations. Mais les innovations qui ont été faites pendant la période précédente, elles continuent à se diffuser. Parce que la machine à vapeur de Watt, dont la forme définitive, on va dire, c'est 1776, elle n'est pas installée dans l'économie britannique au 31 décembre 1776. Le temps qu'elle se diffuse, ça va être très long. Parce que comme on l'a vu, par exemple, la force motrice qui va être majoritairement utilisée, qui va continuer à être majoritairement utilisée dans le textile, c'est l'eau. Si bien que la machine à vapeur va essentiellement être utilisée dans les mines et va se diffuser lentement. Et donc, de fait, ce qui va se passer pendant la période 1800 à 1830, c'est qu'il n'y a pas d'innovation technique bouleversante, mais en revanche, les innovations techniques de la période précédente continuent à se diffuser. Plus, il y a la construction des canaux qui fait qu'il y a plus de commerce à l'intérieur du Royaume-Uni. Et donc, la continuation de la diffusion des technologies qui ont été développées au cours de la période précédente et qui vont être perfectionnées naturellement, parce que les machines à vapeur ont un meilleur rendement, coûtent moins cher, etc. Donc, la continuation de la diffusion des innovations de la période précédente, ça va permettre d'assurer un taux de croissance du PIB qui est quand même en augmentation, alors même qu'il y a toutes les difficultés qu'on a vues, les guerres, la crise de reconversion après la guerre avec un chômage massif et les problèmes de l'agriculture qui aboutissent au renforcement des cornlaws, qui seront abolis ensuite en 1846. Bon, en revanche, à partir de 1830, là, la croissance augmente encore, justement avec le développement des chemins de fer. Mais encore une fois, le développement des chemins de fer, vous vous souvenez, en 1830, c'est requête de Stephenson et on commence à peine à construire des chemins de fer. Et de fait, l'effet des chemins de fer dans l'économie va être cumulatif, parce qu'il va y en avoir de plus en plus, et que, comme vous vous souvenez aussi, comme les rails sont en fer, et que les rails en fer au début, et que les rails en fer, ça s'use avant qu'ils soient remplacés par des rails en acier, quand on aura des procédés de production de l'acier en quantité avec la Cornu-Bessemer dans les années 1860, en fait, pendant 30 ans, l'effet d'entraînement du chemin de fer sur l'économie, il est faible au début, mais il augmente au fur et à mesure qu'on a installé beaucoup de chemins de fer, parce que comme il faut renouveler les rails tous les 2 ans, plus il y a de bases installées, plus ça va faire de demandes adressées à l'industrie sidérurgique. Donc on a des processus qui sont des processus avec une durée importante. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah ben 1830, c'est l'invention de la locomotive » ou « 1829, c'est l'invention de la locomotive par Stephenson ». Oui, d'accord, mais entre le moment où la locomotive est inventée par Stephenson et le moment où il y a des locomotives qui circulent sur les voies ferrées, dont il y a 30 000 km installés dans tout le Royaume-Uni, il ne se passe pas une nuit, il se passe 30 ans. Et donc c'est ces 30 ans où il y a 30 ans d'augmentation de la croissance. Bon, alors, maintenant, décomposons. Qu'est-ce qui, dans cette croissance, est dû à
l'augmentation du stock de capital? Qu'est-ce qui, dans cette augmentation, est dû à l'augmentation du stock de travail? Qu'est-ce qui, dans cette augmentation, est dû à l'augmentation de... alors, ça ne va pas être l'augmentation, ça va pas être la mise en valeur des nouvelles terres, puisque au Royaume-Uni, on ne met pas en valeur de nouvelles terres. Ça va être l'amélioration de la productivité de la terre parce qu'on va... pardon. Non, si, c'est juste un effet mise en valeur de nouvelles terres via les enclosures. Excusez-moi. Donc, le fait qu'il y avait des terres qui n'étaient pas cultivées parce que c'était une espèce de réserve communale, et c'est des terres qui vont être mises en culture, ça, on voit que ça a un impact pendant la période 1760-1800. Là. D'accord. C'est-à-dire que la quantité de terre mise en culture tous les ans augmente d'1,5%. Et comme la terre contribue à hauteur de 15% au PIB, ben c'est 0,5% de croissance par an fois 15%, ça fait 0,08% de 1,2% de croissance qui sont expliqués par la terre. Et puis, justement, toujours pendant cette période, alors ce qu'on voit d'abord, c'est qu'au long de la révolution industrielle au Royaume-Uni, le travail contribue de manière importante, puisque le facteur travail, il y a un taux de croissance, donc vous voyez, qui est de l'ordre de 1% par an, du nombre d'heures travaillées. Ça, c'est dû à la démographie, en fait, à l'augmentation de la population. Mais comme le travail, c'est 50%, le alpha du travail, c'est 0,5, bien, ça donne 1,5% de croissance du PIB. Il y a une augmentation du stock de capital qui est 1% par an pendant la première révolution, pendant la décennie 1700, pendant la deuxième moitié du 18e, 1,6% par an, et surtout 3% par an pendant la période d'expansion des chemins de fer. Et là, on voit bien l'importance des chemins de fer. Mais comme le capital, c'est seulement 1 moins alpha, c'est seulement 0,35, eh ben, en fait, l'impact de cette augmentation de 3% du stock de capital productif sur le PIB, c'est qu'il y a 1% d'augmentation du PIB par an qui est due à l'augmentation du stock de capital qui progresse de 3% par an. Et donc, la productivité totale des facteurs, qui est la différence entre le taux de croissance du PIB et la contribution du taux de croissance du capital par tête, le taux de croissance du PIB, la contribution du taux de croissance des heures travaillées au taux de croissance du PIB, la contribution du taux de croissance des surfaces mises en culture au taux de croissance du PIB, on voit qu'il reste comme productivité totale des facteurs quelque chose qui est misérable, en fait. C'est-à-dire que la productivité totale des facteurs augmente très peu pendant la révolution industrielle. Du moins, jusqu'aux années 1830, c'est-à-dire jusqu'à la mise en œuvre des chemins de fer. Alors quoi? Eh bien alors, justement, la croissance de la première révolution industrielle, pour l'essentiel, c'est l'augmentation du stock de capital productif et l'augmentation de la quantité de travail. Et c'est uniquement ensuite qu'il va y avoir un effet, il y a un effet productivité totale des facteurs qui n'est pas nul parce que c'est 0,3% par an. 0,3% sur 1,2, donc c'est 25%, c'est un quart de la croissance qui est expliquée par la productivité totale des facteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pratiquement 3/4 sont expliqués par plus de capital, donc de l'épargne, et plus de travail, donc de la croissance démographique, pour laquelle on est capable de trouver du boulot. C'est ça qui est fondamental. C'est qu'on réussit à trouver du boulot à l'augmentation de main-d'œuvre. Parce que quand on voit le cas de beaucoup de pays dans lesquels il y a une croissance de la population active, parce qu'on n'augmente pas le capital par tête et parce qu'on n'a pas de débouché en termes de demande, on n'arrive pas à employer la main-d'œuvre. Et donc, la population augmente, certes, mais ça ne produit pas d'effet de croissance. Or là, ce qui est vraiment décisif, en fait, c'est justement la mobilisation de l'épargne pour investir. Et donc, d'un certain côté, Mehmet Ali, il réussit à faire quelque chose comme ça. Il réussit à augmenter les surfaces cultivées, il réussit à capter des ressources fiscales à travers la maîtrise de l'exportation du coton pour investir dans des machines nouvelles, et il réussit à trouver un emploi à une population qui augmente parce qu'elle est bien payée et parce que les enfants survivent, du coup, parce qu'ils ont de quoi manger. Et puis, patatras, quand on arrête d'investir, à la fois, ça a un effet mécanique sur sur le fait que la croissance du PIB baisse, mais c'est un deuxième effet, c'est que comme vous investissez plus, vous n'avez plus de boulot pour les gens. Et comme vous n'avez plus de boulot pour les gens, la contribution du travail à la croissance s'arrête aussi.
Et comme vous n'avez plus de boulot pour les gens, ben, les gens, ils n'ont pas de revenus, et du coup, ils ne consomment pas. Et donc, ça baisse le prix auquel vous pouvez vendre votre production. Et là, le truc s'arrête. Bon, donc, de fait, la croissance de la première révolution industrielle, par rapport à ce qu'on voit au XXe siècle, c'est extrêmement modeste. Mais justement, le truc fondamental, c'est que ce truc extrêmement modeste, comme il est maintenu pendant un siècle, bah, au bout d'un siècle, ça a fait la différence. C'est-à-dire qu'au bout d'un siècle, les Britanniques, ils ont une industrie textile, des chemins de fer, des canaux, des écluses, des ponts, des routes, et donc, ils peuvent accueillir la prochaine technologie. D'où la question de « et les révolutions industrielles suivantes ?» Merci de m'avoir posé la question. Concrètement, dans les révolutions industrielles suivantes, quel est le rôle de la révolution industrielle? En gros, dans ces révolutions industrielles, qu'est-ce qu'il y a comme contribution de la productivité totale des facteurs? Et qu'est-ce qu'il y a comme contribution de... comment est-ce qu'on peut démêler dans l'apport en capital dans l'économie ce qui est augmentation du stock de capital et ce qui est augmentation de la productivité des facteurs? Si ça ne vous dérange pas, je vais juste fermer une porte. Parce que pour la première révolution industrielle, la réponse qu'on a faite de manière évidente, c'est la première révolution industrielle, concrètement, c'est on augmente le stock de capital, mais ce stock de capital a un faible impact direct sur la productivité. Alors pas nul, hein, pas nul parce que dans une économie qui croît lentement, d'avoir une productivité totale des facteurs qui augmente de 0,3% par an, en fait, quand on y pense, à l'échelle de la croissance qu'on avait depuis l'aube de l'humanité, 0,3% sur 100 ans, ça fait 30%, et c'est déjà énorme. Mais à l'échelle qu'on va connaître ensuite, c'est modique. Pourquoi? Entendez-moi bien, enfin, il faut comprendre ça. Ce n'est pas parce que la machine à vapeur, ça ne change pas fondamentalement la productivité. Mais c'est parce que si on pense à la lecture qu'on a faite de la croissance des années 50 en Europe, on a dit la croissance des années 50 en Europe, c'est qu'on adapte des procédés de production que les Américains ont mis 50 ans à développer, on les importe d'un coup en France. Et puis, la population active agricole, qui est 35% de la population active en France en 1945, c'est moins de 10% en 1970. En fait, ce qui se passe dans les années qu'on appelle les 30 glorieuses en France, c'est qu'on va à toute vitesse. Et donc, ça produit des effets de productivité totale des facteurs qui sont extrêmement rapides. Parce que de fait, le vieux qui travaille dans l'agriculture, qui fait pousser des choux et des salades, oui, bon, maintenant, Coco, tu prends ta retraite et puis tes gosses, ils vont bosser à l'usine chez Moulinex, où on vient d'installer une chaîne de montage flambant neuve qui arrive des États-Unis. Et ben, le gars, il gagnait 500 francs par an. Sa fille, elle va gagner 10 fois plus. Et de fait, elle va être 10 fois plus productive. Et donc, quand vous transformez 30% de la main-d'œuvre comme ça d'un seul coup en 20 ans, ça a un effet monstrueux. Vous prenez 30% des gens, vous les rendez 10 fois plus productifs, vous voyez l'effet sur le PIB. Alors que dans la première révolution industrielle, ce qu'on a, c'est qu'on prend 1% des gens et on les rend 3 fois plus productifs. Et donc l'effet est beaucoup plus lent. Mais il ne faut surtout pas le mépriser, parce que c'est ce démarrage lent qui a permis d'accumuler à la fois du capital pour investir et du capital humain pour savoir faire les nouvelles machines, pour savoir développer les nouveaux modes de production, etc. Donc le démarrage est lent quand vous êtes le premier. Après, quand vous rattrapez, vous savez par quel chemin il faut passer, et là, vous pouvez aller à toute vitesse. C'est pour ça que le chapitre sur lequel on travaillait la semaine dernière s'appelait l'industrialisation à marche forcée. Quand vous savez où vous allez, parce qu'il y en a d'autres qui sont passés devant vous, là, vous pouvez foncer. Mais en revanche, quand vous êtes à la frontière technologique, on voit que ce n'est pas seulement développer des technologies, c'est aussi changer l'organisation sociale pour que la main-d'œuvre circule entre les activités productives. Et autant, quand vous êtes en France en 1950, vous pouvez dire, bon, on sait que ce qui sera productif demain, c'est l'aéronautique, l'informatique, la chimie. Et quand vous êtes en France en 2020, ce qui sera productif demain, ouais, ok, c'est le big data, mais le big data, pour en faire quoi? Et donc, de fait, le guidage de la croissance
quand vous passez derrière, c'est beaucoup plus simple et ça vous permet d'avoir un effet d'augmentation de la productivité totale des facteurs qui est monstrueuse. C'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes le leader parce que vous ne savez pas où il faut aller. Voilà. Alors, maintenant, donc on l'a dit, quand on remplace les haches par des tronçonneuses, il y a un effet augmentation du volume de capital, puisqu'une tronçonneuse, ça coûte plus cher qu'une hache, enfin, sauf si vous avez une hache Vorpal plus 6 de Donjon Dragon avec des incrustations de je ne sais pas quoi, d'accord, de rubis. Ça, ça peut vous faire une hache très chère, mais elle abattra pas plus vite des sapins, d'accord. Donc la tronçonneuse, la tronçonneuse conçue comme un outil vaut plus cher que la hache conçue comme un outil. Donc quand on remplace le capital productif des bûcherons qui avaient des haches par des tronçonneuses, il y a un effet augmentation du stock de capital, et puis il y a un effet augmentation de la productivité du facteur travail. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est dans les révolutions industrielles successives, quelle va être la part de l'augmentation du stock de capital et de la part de l'augmentation de la productivité totale des facteurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans la révolution de la vapeur, en fait quoi ? En fait, on a une augmentation. Alors, donc là, c'est encore la Minecraft. Il dit, sur la période 1770-1830, quand on considère juste l'effet pur de la vapeur. Alors, comment est-ce qu'il fait ? Je vous passe sur les techniques de décomposition. Vous pouvez aller lire l'article si vous voulez, il est sur le site. Mais on va dire qu'on accepte ça comme ça. Les machines à vapeur, en Grande-Bretagne, entre 1760 et 1830, ça représente une augmentation annuelle de 1% du stock de capital. D'accord ? Pardon, pas de 1%, de 0,01% du stock de capital. Et donc, ça contribue pour 0,01% à l'augmentation de la production par l'effet stock de capital. Ça contribue à hauteur de 0,003% à l'augmentation de la productivité totale des facteurs. Donc, en fait, c'est que dalle. C'est à peine perceptible. Ça a un effet microéconomique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, effectivement, peuvent accumuler, peuvent acheter des nouvelles machines, etc. Mais à l'échelle macro, on voit à peine la transformation. En revanche, pendant les périodes suivantes, la vapeur, là, ça a un effet de l'ordre de 0,2 points de PIB, et ça a un impact sur la productivité totale des facteurs de 0,1 à 0,2 points de PIB. Donc ça reste très faible. Ça reste très faible, et paradoxalement, ce n'est pas quand on invente la machine à vapeur qu'elle a un effet transformateur sur l'économie. Ben non, ce n'est pas quand on l'invente, c'est quand on l'installe. Et ce qu'on avait dit, souvenez-vous, c'est que la machine à vapeur, on l'invente. Alors, Savery 1700, Newcomen 1710, enfin 1708, Watt 1770. Okay, donc, mais ce n'est pas quand on l'invente qu'elle a un pouvoir transformateur, c'est quand on va l'installer massivement. Et on va l'installer massivement, de fait, plutôt pendant la deuxième moitié du 19e. Bon, et l'électricité maintenant. Alors l'électricité, on avait dit, ça aussi c'est une révolution parce que ça transforme en fait alors qu'avec la machine à vapeur, on est obligé de distribuer l'énergie par des méthodes mécaniques, donc par des courroies. Avec l'électricité, on peut amener la puissance de travail à un poste de travail. Et donc, c'est ça qui permet de faire une chaîne de montage, en fait. Et donc, c'est ça qui permet de réorganiser complètement la production autour de la chaîne de montage. D'accord ? C'est-à-dire qu'avant l'électricité, et donc avant la chaîne de montage, si on imagine un montage automobile, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'ouvrier, il a son poste fixe de travail où il a sa fraiseuse qui est alimentée en énergie motrice par la courroie qui vient du plafond et qui apporte l'énergie de la vapeur. Quand il a besoin de fraiser une pièce, il va chercher la pièce, il la ramène à la fraiseuse, il fraise la pièce et puis il va la mettre ensuite sur la voiture qui est en train d'être montée. Donc il perd un temps fou. Alors qu'une fois qu'on a un truc électrique, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le convoyeur amène la pièce à l'ouvrier, qu'il a là devant lui, il la prend, il la fraise sur sa machine, il la remet sur le convoyeur et elle continue son cycle de production. Et donc l'ouvrier, lui, il ne perd pas de temps à flâner, comme disait Taylor, on maximise le temps qu'il passe à faire l'opération qui contribue à la production. Donc on se dit, l'électricité, ça doit changer considérablement la productivité. Ouais, c'est considérable, mais alors d'abord, ce qu'on voit,
c'est que manifestement, l'effet de la productivité aux États-Unis, il est concentré sur la période de l'entre-deux-guerres, 1919, sur la période d'avant la crise de 29. Et on atteint quoi? On atteint 0,3% par an quand on a des hypothèses de mesure favorables, parce qu'il y a d'autres hypothèses de mesure qui donnent seulement un quart de cette quantité. Donc, de fait, ça, c'est l'époque où la chaîne de montage installée chez Ford pour la première fois en 1913, à Highland Park, se diffuse dans toute l'industrie automobile. Bon, et ça, en fait, ça va passer en Europe dans les années 50. Mais quand vous mettez que l'électricité toute seule, bon, ben, ça a un impact qui n'est pas très élevé en termes de coût du capital installé, enfin, sauf que c'est quand même 4 fois ce qui se passait pour la vapeur. C'est-à-dire que les chaînes de montage, c'est quand même très, 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 très cher, même si on en met peu en place. En revanche, ça augmente considérablement la productivité totale des facteurs. C'est-à-dire que, concrètement, l'effet de la chaîne de montage sur la productivité du travail dans les industries où on la met en place, pour l'essentiel l'automobile, c'est que ça augmente beaucoup plus vite la production par tête que ça ne coûte en termes de capital installé par tête. Puisque ce qu'on capture dans l'aspect capital deepening, c'est bien l'augmentation du capital par tête, donc le coût concrètement de l'installation. OK. Et alors la troisième révolution industrielle, c'est ICT, donc Information and Computer Technology, donc ce qu'on appelle en français les technologies d'information et de communication. Et là, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que de fait, ça a coûté très cher, puisque rien que comment dire, l'augmentation du stock de capital, ou plutôt l'augmentation de la production, qui est directement imputable à l'augmentation du stock de capital, qui donne, je vous rappelle, K point sur K, enfin alpha K point sur K. Ça, c'est 0,41, 0,78, 0,36. Donc, par exemple, si on prend la décennie 95-2004, bien l'augmentation de la quantité des ordinateurs et des modems et des imprimantes et des réseaux installés, ça contribue pour 0,8 points par an à l'augmentation du PIB. Mais surtout, ça a un effet induit sur la productivité totale des facteurs qui est du même ordre de grandeur. C'est-à-dire que concrètement, c'est 0,8 points d'augmentation du PIB, mais c'est en direct dû à l'effet quantité de capital, mais c'est 0,72 points dû à l'effet on ne sait pas, donc on dit que c'est la productivité totale des facteurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la dernière révolution technologique, la révolution de technologie de l'information, elle a un effet beaucoup plus puissant en termes de productivité totale des facteurs. Ce qui n'est pas étonnant. Parce qu'en fait, concrètement, qu'est-ce qu'elle a changé, la révolution informatique? Elle a changé qu'on a changé le design, la conception des produits. On a pu faire des produits qui étaient optimisés du point de vue de leur performance. D'accord. Vous pouvez faire des phares au xénon qui éclairent beaucoup plus loin parce que les réflecteurs des phares ont un niveau de complexité qu'on ne pouvait pas concevoir avec les ordinateurs des années 90. OK. Mais ça, ça explique que marginalement l'augmentation de la valeur de la production. Le truc qui est essentiel dans l'augmentation de la valeur de la production, c'est la division du travail avec l'allongement et la complexification des chaînes logistiques. C'est-à-dire que, comme vous le savez, la paire de Levi's que vous achetez chez le marchand, elle a été produite dans 17 endroits différents, parce que le fil a été produit je ne sais pas où, le coton a été produit je ne sais pas où, le fil a été produit je ne sais pas où, ensuite il a été tissé je ne sais pas où, le textile a été envoyé en Italie où il a été coupé au laser, et puis une fois qu'il a été coupé au laser en Italie, il a été envoyé en Inde où il y a eu une première couture, et puis alors, c'est pas la couture définitive parce que c'est juste une couture où on met le truc en place, mais ensuite c'est renvoyé aux États-Unis où là on va faire la couture définitive. Et puis il y a une autre usine des États-Unis où on va mettre les rivets. Et puis il y a une autre usine des États-Unis où on va mettre les étiquettes. Enfin bon, c'est complètement délirant. Et tout ça, c'est possible parce qu'il y a des ordinateurs qui planifient le mouvement des flottes de camions, d'avions, de bateaux, de trucs, des containers. Sans les ordinateurs, rien du tout. D'accord. Et donc, de fait, c'est ça, l'augmentation de la productivité totale des facteurs, elle est là. Elle est dans l'optimisation extrême, à la fois du geste technique qui est accompli par les usines spécialisées et du mouvement des biens en cours de production dans les chaînes logistiques qui sont complètement gérées par ordinateur. Bien. Alors,
Disons, il est déjà midi. Enfin, je voulais quand même vous raconter donc l'histoire de la distinction entre croissance intensive et croissance extensive. Euh, en fait, bon, l'idée, c'est qu'on parle de croissance extensive quand le PIB augmente parce que les facteurs qui contribuent à cette production augmentent. Donc, quand on augmente le nombre d'heures travaillées et éventuellement la quantité de capital qu'on consacre à la production. La croissance intensive, c'est, alors, dans une définition générale, c'est quand l'efficacité productive augmente. Si on veut être plus précis, on va dire c'est l'augmentation de la production par tête, même par heure travaillée. Et dans ce cas-là, on voit que ce qui contribue à l'augmentation de la production par heure travaillée, c'est le capital par heure travaillée, ou le capital par tête. Mais ça ne peut pas augmenter de manière illimitée. Et puis un machin évanescent qu'on appelle la productivité totale des facteurs, dont on ne sait pas en première analyse à quoi ça correspond, auquel, là je vous ai produit des interprétations, mais ces interprétations, je ne vous en ai pas donné de preuves, d'accord ? Je vous ai fait un discours qui est plus ou moins convaincant. Alors après, il y a des gens qui ont essayé de faire des démonstrations de ce que je vous ai raconté, c'est un peu plus compliqué. En général, la productivité totale des facteurs, c'est difficile à interpréter précisément, mais c'est ce qui est intéressant à interpréter parce que c'est ce qui différencie les modèles économiques. Voilà. Alors, si ensuite on veut résumer, donc ça c'était le cadre général du cours. Si maintenant on veut résumer en 4 points en quoi c'était intéressant cette affaire de comptabilité de la croissance, on parle de comptabilité de la croissance pour cette analyse générale qui consiste à trouver les sources de la croissance du PIB. Ce qu'on voit, c'est que, 1, la croissance de la productivité totale des facteurs est extrêmement lente durant la première révolution industrielle, ce qui indique que la transformation de la société est quand même extrêmement lente. Deuxièmement, alors Solo's famous conclusion that TFP growth accounted for 7/8 of American labor productivity growth was atypical. Bon, ça c'est... en gros, ce que Solow a montré, c'est que l'essentiel de la croissance américaine du XXe siècle, donc jusqu'aux années 50, c'est dû à l'augmentation de la productivité totale des facteurs. Il y a des moments de l'histoire où ça arrive. On l'a vu, c'est en gros, justement, la croissance américaine des années 1890-1950, si on veut. La croissance de l'Europe de l'après-guerre, c'est les 3/4 plus que c'est les 7/8. OK. Ensuite, d'habitude, ce qu'on voit, c'est que les general purpose technology, donc les technologies qui vont être transformatrices parce qu'elles vont s'appliquer partout, comme la vapeur ou l'électricité, ce qu'on voit, c'est qu'elles mettent longtemps à se diffuser dans l'économie et à ce que leur effet sur la productivité totale des facteurs se diffuse dans l'économie. C'était le cas pour la vapeur, c'était le cas pour l'électricité, ça a mis longtemps à avoir de l'effet. La vapeur, on voit que, en fait, ça a de l'effet quand les machines à vapeur sont installées largement. L'électricité, par exemple, en Europe, alors qu'il y a des moteurs électriques qui fonctionnent dans les années 1880, il y a des dynamos de Gramme, d'accord ? En fait, ça se met à avoir un effet transformateur après la Deuxième Guerre mondiale. La seule exception notable, c'est les technologies de l'information, où là, ça a été à toute vitesse. Bon, et puis quoi ? Et puis, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que dans la phase de catch-up, d'accord, donc de rattrapage de l'avance technologique américaine, les Européens ont montré beaucoup plus de contribution de la productivité totale des facteurs que des autres facteurs de production, alors que si on prend les dragons, par exemple, dans les dragons, la productivité totale des facteurs a moins progressé qu'en Europe. C'est plus le rattrapage du PIB par tête dans les dragons, ça a plutôt été le fait d'un investissement massif, ce qui se traduit donc par une répression, enfin une faible consommation, puisque il y a une partie importante de la production qui doit être consacrée à l'investissement, et donc ça ne permet pas beaucoup de consommer pour les populations. Voilà. Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Du moins, en attendant vos questions.